Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 7 et je dis avec une voix ferme, parce que comme ça on est sûr qu'on est l'épisode 7, parce que j'ai une petite hésitation à chaque fois sur le numéro de l'épisode. Et cette fois-ci mon gars j'ai bien vérifié parce que la dernière fois on avait aussi dit qu'on hésitait à chaque fois. Donc là, je me suis assuré de connaître le numéro de l'épisode. Au cas où tu étais défaillant, j'étais prêt à te back up, mon pote. Ah, mais mec, c'est bon. Mais merci, mais là, j'ai pas besoin de toi, mec. Merci, mais non, merci. Ok, baguette. Je me suis fait tout seul. Je me suis réussi moi-même. Ah. Mais en tout cas, ça fait très plaisir de te retrouver, mon Jules, pour ce 7e épisode, donc. Moi aussi, mon brave team, ça fait un petit moment en plus, donc... c'est vrai qu'encore une fois, on a été pris par le quotidien et l'actualité... qui est tumultuante, hein. Grouillante, ouais. Grouillante, ouais. On peut le dire. On peut le dire. Mais voilà, le navire dévie parfois un peu du cap, mais il se maintient quand même. C'est vrai que malgré ça, quand même, on maintient un rythme. Bon, on a un peu menti. C'est même pas exactement ce que je voulais dire, en fait. Je voulais dire que le navire se prend des lames de fond, mais maintient le cap. Mais j'ai dit que le navire déviait du cap, alors que non, on garde notre cap. Il y a eu trop d'allégories maritimes, mais je vois très bien l'idée. On se dirige toujours vers bon port, quoi. Voilà, c'est l'idée. Bon. C'est un peu confus, là. C'est hyper confus. Mais en même temps, c'est normal, parce qu'on est un petit peu rouillé. C'est vrai que, de base, on avait dit qu'on faisait un épisode toutes les 2 semaines. Bon, c'est vrai. Les amis, on ne vous a pas vraiment menti, c'est toutes les 2 semaines x 2. Du coup, ouais. Oula. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas jeté l'ancre dans le port des Recos. Eh oui, mais nous sommes de retour. Nous sommes de retour, mais oui, mais pour cette transition, cette transition digne de Léa Salamé, tu vois, genre, mais nous sommes de retour, mais en fait, que penses-tu de la Palestine? Nous sommes de retour, oui, mais alors voilà, parce que 7e épisode, quand même, il y a quelque chose à me marquer, parce qu'à chaque épisode, j'ai l'impression qu'on met en place une petite nouveauté dans le podcast, où on aborde quelque chose d'un peu d'innovant, quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et là, pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'on va dans quelque chose de très inconnu, pour le coup, parce que la reco qu'on fait, on n'en a jamais encore abordé de ce type, finalement. C'est vrai, c'est un épisode, effectivement, comme tu le dis, placé sous le signe de l'innovation, parce que c'est un format inédit pour ce podcast, et c'est comme ça qu'on l'avait teasé la dernière fois. Et d'ailleurs, je me suis même demandé, avant qu'on commence à enregistrer, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme extrait pour cette œuvre. Je sais pas si t'avais réfléchi à la question aussi, toi, mais... C'est vrai que, oui, j'ai une petite idée pour ça. Ce serait des bruits d'ambiance. Voilà, tu vois, de marché. Que tu vas nous faire, du coup. Ah bah oui, des bruits de marché, j'en fais tous les jours. Un G-son, etc. Bruiteur à mesure perdue. Tu peux me faire le bruit de marché, là ? Attends, je me prépare mentalement. Voilà, je suis une plante, je rentre dans mon personnage de marché. Oh, et il est bon mon poisson. Mec, on se croirait au village d'Astérix, là, j'y étais. Hein. Bah ouais, en fait, j'ai que cette image-là de marcher parce que. En tête, finalement... Attends, c'est vraiment à ça que tu pensais par contre ? Bah, quand il est bon mon poisson, je pense à Ordre Alphabétique qui gueule, ouais, etc. C'est vrai. C'est sûrement ça qui m'a fait. Ouais, après, j'avoue que les marchés, compliqué quand même d'imiter un marché. Genre, mais tu sais, t'as tout le brouhaha que t'entends derrière, mais limiter un brouhaha. Oui, non, enfin, c'est pas compliqué, c'est même impossible. Enfin, je suis sûr qu'il y a je crois qu'il y a des imitateurs de marché spécialisés. Je pense que dans les films, il y a moyen qu'il y ait des gens qui se démerdent très bien pour magnifier les bruits de marché. Peut-être pas que c'est peut-être pas eux qui les font. Quoique, tu vois des choses maintenant de nos jours. C'est assez incroyable. Bon, écoute, en tout cas, c'était quand même plus convaincant que je pensais que tu réussirais pas aussi bien. Donc, merci, mec. Mais après, voilà, bravo. Ce que je sous-entendais justement en imitant ce marché, c'était en fait de mettre, tu sais, des bruits d'ambiance quand on parlait finalement.
Genre, bah oui, effectivement, je sais pas, le bruit de la pluie, le bruit Ouais, c'est des, pas bête. des quartiers un peu chauds, bon, sans mettre des bruits du bois de Boulogne, hein, ce serait un peu bizarre, mais, mais tu vois l'idée, Mais quoi. c'est pareil, genre, tu peux me faire le bruit des quartiers un peu chauds? Je pense que là, ça va être intéressant. Alors, tu vois, moi, je pense au quartier chaud, mais qui était un peu plus, qui avait un peu plus d'identité que maintenant, c'est-à-dire style années 20 avec la musique de cabaret. Mais bon, je serais bien en peine de t'imiter aussi les bruits de cabaret. Du coup, Du coup, tu fermes ta gueule. Non, bah ouais, du coup, on va partir sur le 50-50 ou l'appel à un ami pour pouvoir m'aider. Non, mais par contre, c'est intéressant que ça t'ait fait penser aux années 20 parce que c'est la même chose pour moi. Alors que l'œuvre dont on va parler a été publiée en 57. Et oui. Et oui. Et c'est curieux, comme quoi on a enfin, sans se concerter, effectivement, on a ressenti la même chose. On a l'impression, spontanément, que ça s'est passé dans les années 20. De manière, j'allais dire très... Enfin, ça saute aux yeux. Ça saute relativement aux yeux. Après, là, on tourne un peu autour du pot. On tourne carrément autour du pot. On veut vraiment pas dire de quoi on va parler, hein, finalement. Ouais. Mais c'est bien, on aime On bien. tease. Donc là, années 20, mais c'était publié en... Enfin, c'est sorti en 57. Ouh là là, qu'est-ce que ça peut être? Bon, est-ce qu'on ne mettrait pas fin au suspense? Est-ce qu'on mettrait pas les deux pieds dans le plat? Exactement. Bah, bon, c'est toi qui fais la dévo, mon Jules, vu que c'est quand même ta recommandation. Enfin... D'accord, mon team. Eh bien, nous allons parler d'un livre qui s'appelle Ohan et qui a été écrit par une grande dame qui, elle, s'appelle Uno Chio, une écrivaine donc japonaise. Et là... Et là, c'est là que c'est pas vraiment... Enfin, c'est pour ça qu'on dit que c'est quelque chose d'assez novateur ce qu'on fait, parce que on avait dit en introduction, je crois, de notre premier épisode, qu'on allait aborder différentes œuvres de culture, pop culture, donc des films, des séries, des jeux vidéo, et des livres. Sauf que là, effectivement, c'est finalement la première œuvre littéraire qu'on aborde dans cette émission, quoi. Ce qui est quand même Exactement. à noter, ce qui est à noter et à fêter aussi. Et on espère que, sans avoir la prétention d'être le masque et la plume, on espère qu'on saura restituer Au mieux. la grandeur de cette œuvre et vous donner envie de la lire à votre tour. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas encore ce que toi t'en as vraiment pensé, puisque pour le coup, toi tu l'as découverte. Et oui. Bah, je réserve ça pour la suite de la discussion, mais bon, je l'ai lu dans une période très réduite. Du coup, tu imagines que j'étais quand même assez à fond dedans, quoi. C'est vrai. Alors, quelle présentation est-ce qu'on pourrait en faire, mon team? En bref résumé. En bref résumé, donc un petit synopsis, quoi, finalement. Un petit synopsis, synopsis. ouais. Je pense que parce que c'est un bouquin qui est assez concis de toute façon de base, Oui. donc c'est avec pas énormément de personnages, ça devrait être assez simple à résumer. C'est vrai. Eh bien, en fait, bah, cela se passe au Japon, dans un village ou une ville dont le nom n'est pas cité, finalement. Donc, on imagine que ça se situe dans une ville ou un village au Japon assez random, quoi. Et on suit l'histoire du narrateur qui est un homme qui est à vie avec sa maîtresse qui s'appelle donc Okayo. Ouais, exactement. Et on apprend très vite que cet homme, avant d'être avec sa maîtresse, est toujours marié avec une femme donc qui s'appelle Ohan, donc la fameuse Ohan. Et on apprend très vite dans les premières pages du roman qu'il s'est séparé de cette femme 7 ans auparavant. On n'en connaît pas très bien les raisons finalement. Mais enfin si, la raison principale on s'en doute, c'est que il a rencontré sans doute cette fameuse Okayo et finalement il a quitté sa femme pour cette maîtresse. Et donc il n'a pas vu sa femme depuis maintenant 7 ans. Et au tout début du récit, il la recroise, je crois, sur un pont, si je ne dis pas de bêtises, enfin du moins dans la ville. Ouais, il me semble que c'est ça. Dans la ville, voilà. Et on va dire qu'en la recroisant, il y a tout un panel d'émotions qui ressurgit en lui. Et parmi ces émotions, on va dire une certaine attirance renouvelée, quoi. Et du coup, on suit en fait, tout au long du roman, on va suivre les pensées et les névroses de cet homme qui est un peu
qui est un peu aussi entre ces deux femmes, donc sa maîtresse avec qui il sort actuellement et sa femme, Ohad, son ancienne femme. Et on va suivre ses pensées, ses névroses et ses émotions assez contradictoires et surtout son indécision la plus totale. Ce qui peut amener à des conséquences assez funestes. Voilà, je n'en dis pas plus. Je pense que c'est un petit synopsis sans spoil. Hein. Donc, Sans spoil. Et alors justement, on se pose toute la question, parce que c'est vrai que jusque-là, on a toujours eu un peu le parti de spoiler. Moi, là, en le relisant, je me suis dit, tu vois, ça, c'est vraiment pour le coup, je pense, une œuvre qui gagne à pas être spoilée en l'occurrence. Je sais pas ce que toi t'en penses. Je réfléchis. Bah, en vrai, moi je me dis que tu vois, genre d'ailleurs, la fin, la toute fin, on s'y attend assez bien finalement. Enfin, je veux dire, elle est pas, enfin, tu vois, c'est pas un gros cliffhanger la fin, tu vois, là, c'est pas le, waouh, c'est tellement bien, justement, le livre est tellement bien construit, il t'emmène tellement bien à cette fin qui relève pour moi ce livre relève pour moi vraiment de la tragédie à l'état pur, et du coup, en fait, tu t'attends à la fin comme une maison, et franchement, c'est pas forcément pour moi la fin qui est le plus mémorable, tu vois, dans ce livre, enfin, selon moi. Mais alors justement, moi je trouve que c'est pour ça que j'étais d'autant plus content quand je l'ai lu la première fois de pas la connaître cette fin, parce que à partir de la moitié du récit, tu sens inexorablement que tous les rouages du destin t'emmènent vers cette fin. Mais en fait, de le découvrir par toi-même et de te sentir toi-même entraîné dans ce destin que personne peut arrêter, et sans le connaître par avance, moi c'est une sensation quand j'ai découvert le bouquin qui m'a, que j'avais jamais expérimenté en fait. Et c'est pour ça que moi, à titre personnel, je considère que on spoilera la fin du bouquin à un moment de ce podcast, mais je suis pour qu'on établisse une bonne coupure pour dire attention, à partir de là, on va vraiment rentrer dans la partie spoil. Ok, je suis d'accord. Dans ce cas-là, oui, on fait une critique, analyse positive dans une partie en évitant de dévoiler la grosse fin. Ouais. Et à la fin, on fait attention, dégagez de là si vous n'avez pas lu, nanana, et très bien, on fait comme ça. Ouais, on peut partir sur ça. Ouais. Partons sur ça et ce sera bien, ce sera pas mal. Yes. Ce sera pas mal. Bon, du coup, bah voilà, donc petit synopsis sans fioriture, qui vaut ce qu'il vaut. Et bah justement, bah maintenant, est-ce qu'on peut quand même un peu parler, parce que voilà, tu la connais sans doute mieux que moi j'ai fait des petites recherches en amont, mais de Uno Chio quand même, qui est quand même, ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai lu et regardé, qui est quand même... D'ailleurs, je te remercie. Tu m'as fait découvrir apparemment une sacrée auteure qui a marqué la scène littéraire japonaise. Et même qui a marqué le Japon, j'ai envie de dire tout court, parce que par ses idées un peu novatrices, quoi, pour l'époque. Alors, je sais pas si on peut dire qu'elle a marqué le Japon, parce que tous les Japonais à qui j'en ai parlé, enfin en tout cas les jeunes, à l'exception d'une de mes profs de quand j'étais là-bas, ne la connaissaient pas. D'accord. Okay. Donc, ma prof, elle était... assez férue de littérature française et japonaise, donc elle avait une bonne connaissance de ces sujets-là. Donc je pense que c'est plus une autrice qui est connue pour les gens qui s'intéressent en fait à la littérature. C'est pas. D'accord, c'est pas forcément c'est pas l'autrice. Le roman Gary japonais, quoi, genre si je dois faire un vieux parallèle. Ouais, c'est ça. Un vieux parallèle un peu foireux, quoi. Ouais. Mais en revanche, c'est vrai qu'elle s'inscrit dans un courant idéologique qui est pour le coup assez connu au Japon, qui est celui des modern girls, des moga. Et en fait, donc, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture. Enfin, je sais pas si tu as acheté. Oui. Je pense qu'il y a eu une seule édition du bouquin. Donc, oui, la vie d'une moga, du coup. Voilà, la vie d'une moga, ouais. Où en fait, c'est tout un groupe de femmes qui, dans les années 20, dans le Japon, le Tokyo surtout, d'entre-deux-guerres, s'affranchissaient des codes traditionnels de la féminité et adoptaient à la fois un style vestimentaire et des manières occidentales. Et donc, défier un peu la société patriarcale japonaise, qui est, enfin voilà, le Japon qui est connu comme étant une société très patriarcale encore aujourd'hui. Et donc Uno Chio, en tant qu'autrice, elle fait partie de ce mouvement-là. Et pareil, le fait de prendre la plume et d'écrire, c'était aussi jusque-là beaucoup une activité réservée aux hommes. Donc même dans le fait d'écrire un bouquin, il y a
il y a quelque chose de novateur pour l'époque. Mm. Encore une fois, elle n'a pas écrit dans les années 20, elle l'a écrit en 57. Ouais. Mais elle écrivait déjà à cette époque-là, et donc c'est un sacré personnage, cette Uno Chio, ouais. Donc oui, en plus, oui, c'est comme tu l'as dit, société japonaise très très patriarcale, donc un mouvement d'émancipation qui s'est créé, je crois que ce que j'avais lu, c'était un peu inspiré finalement du modèle occidental des années 20, la féminité occidentale, tu sais, un peu à la Gatsby, tu vois un peu l'image qu'on a de Gatsby, les femmes qui fument, qui boivent, etc., habillées, on va dire avec une forme de libéralisation des mœurs avant les années 30, tu vois. Donc c'était un peu dans cet idéal-là, enfin dans cette idée-là, finalement, les mangas, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis alors aussi, même dans au-delà simplement du style de vie, c'est pareil, c'est une femme qui a eu plusieurs amants, qui a été divorcée 3 ou 4 fois dans une société et une époque où le divorce était considéré comme quelque chose d'extrêmement honteux et répréhensible. Et a fortiori quand on est une femme, quoi. Bien sûr. Et donc, à la fois par par le fait de prendre la plume et par ce qu'elle incarne dans son style de vie, c'était une personne qui était vraiment à l'avant-garde de la société dans laquelle elle a grandi, elle a évolué, quoi. Donc un peu une sorte de... Bon, un peu féministe, finalement, avec une petite pointe de féminisme ou pas, justement, cette autrice, on peut... Ouais, tout à fait féministe, hein. Enfin, on peut carrément la... Alors après, je sais pas dans quelle mesure le féminisme était un mouvement organisé au Japon à cette époque-là, je pense pas, en fait. Alors justement, en fait, si tu veux, pour la petite anecdote, c'est assez intéressant, mais en relisant là le bouquin, donc pour la 2e fois pour le podcast, moi vraiment, c'est un bouquin qui me plaît énormément, et donc j'ai contacté la traductrice. D'accord, directement. De la version française, directement. Donc c'est un bouquin qui a été traduit par une traductrice qui s'appelle Dominique Palmé, avec une japonaise. Parce que je sais pas à quoi ressemble le récit en japonais, mais je voulais lui dire à quel point j'aimais beaucoup cette traduction et la remercier pour le fait qu'on puisse lire cette œuvre en français grâce à elle. Et elle m'a gentiment envoyé en fait un document PDF, un article de recherche de quelqu'un qui a écrit sur l'écriture des femmes au Japon, en fait. Classe, stylé de ouf. Et en fait, qui fait un petit peu une mini chronologie, si tu veux, de l'écriture des femmes là, dans ce pays. Et en fait, il se trouve que le Japon a une vraie histoire particulière en la matière parce que durant l'époque Heian, donc qui remonte à genre il y a super très longtemps, ouais. C'est genre 8e ou 9e, je crois, jusqu'au 12, 13e, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Donc c'était vraiment Japon féodal très très lointain, quoi. Ah ouais. C'était il y a un bail. Et à cette époque-là, il y avait des femmes, donc de la cour impériale surtout, qui prenaient la plume et qui ont en fait donné parmi les plus grands classiques de la littérature japonaise aujourd'hui, de cette époque. Comme par exemple le Di du Genji, que tu connais, certainement. Alors, je ne connais pas tous les noms des œuvres, mais voilà, il y a beaucoup de classiques de cette époque-là qui ont été écrits par des femmes. Et ensuite, à partir des années 1400, il y a une véritable chape de plomb qui s'est installée. Et plus aucune femme n'a écrit parce que on est vraiment on est plongé dans la société patriarcale et la femme doit être une bonne épouse. Et c'est que à partir de l'ère Meiji et donc l'arrivée des Occidentaux et de changements de société importants et de nouvelles mœurs que justement des femmes ont recommencé à prendre le pinceau. Mais voilà, dans ce contexte des années 20, en tout cas dans lequel évolue Uno Chio au début de sa carrière et même dans l'après-guerre, pour revenir à la notion de féminisme, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre et lire, c'est que c'est plutôt des initiatives individuelles. Même si du coup, donc tu vois, au Japon, tu as justement à ce moment-là beaucoup d'idées de gauche qui imprègnent dans l'entre-deux-guerres. Tu as des groupes marxistes, prolétariens, socialistes qui se forment. Et sous la bannière de ces mouvements-là, du coup, tu as aussi des femmes qui prennent la plume. Mais c'est
c'est parce qu'il y a ces idéologies-là, et c'est pas forcément lié à des convictions féminisme, féministes voilà. pures et dures. Quoi, lié à quelque chose identifié comme spécifiquement du féminisme. Mm. Donc, voilà, je pense qu'on peut appeler ça peut-être un peu du féminisme avant l'heure. Et voilà, parce que bien sûr, Unochio, c'est pas la seule. Voilà, il y a d'autres autrices qui prennent la plume. Mais je pense, voilà, le mouvement vraiment féministe au Japon, il intervient plus tard dans les années 70. Ouais, donc effectivement, là, avec Donc, voilà, c'est l'aspect du postmodernité, etc. Quoi. Donc, ouais. Japon moderne, finalement, années 70. Ouais. Mm. Donc c'est du bourgeon de féminisme. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, je crois, à partir des années 30, etc., il y a eu, je crois, de souvenirs comme ça, il y avait eu une tentative de coup d'État au Japon en 1930 et des brouettes, Ouais. je crois, par des ultranationalistes, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens plus très bien de la date, mais je crois que c'est dans les années 30. Et C'est ça. Et après cela, je crois bien, avec les thèses impérialistes et tout, il y a eu un réel repli aussi du Japon, notamment sur toutes les thématiques. On va dire que la femme était redevenue, on va dire, recentrée sur le foyer en tant que femme discrète, etc. Pendant cette période-là où il y a eu l'impérialisme japonais qui s'est grandement accentué avec le patriotisme et le chauvinisme qu'on connaît pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois. Bah c'est ça, c'est que les militaires ont pris le pouvoir en fait durant cette période-là, et c'est pas que les femmes d'ailleurs, hein, c'est tous les écrivains, quels qu'ils soient, soit ils étaient avec le régime et donc ils écrivaient pour le régime, soit ils étaient contre, et dans ce cas-là, soit ils étaient emprisonnés ou torturés, d'accord. soit censurés, enfin ils se censuraient eux-mêmes, quoi. Donc effectivement, durant l'entre-deux, enfin à partir des années 30, toutes ces personnes-là et ces femmes ont arrêté d'écrire parce qu'ils ne pouvaient plus... il n'y avait plus de liberté d'expression, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on s'intéresse au Japon, d'un point de vue des sciences politiques, la période des années 20, elle est ultra intéressante parce que c'est un moment d'éclosion dans la société japonaise de thèses et de grands débats politiques qui n'a eu lieu à aucun autre moment de l'histoire, en fait. Et même encore aujourd'hui, au Japon actuel. Et même encore aujourd'hui, alors... Toute proportion gardée, hein, bien sûr. De quoi ? Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, évidemment. Bien sûr. Même encore aujourd'hui, parce que, en fait, si tu veux, aujourd'hui, il y a plus trop de débats. Enfin, les jeunes, en tout cas, sont plus vraiment intéressés par la politique. Je dirais que la seule exception, ce serait l'après-guerre. Ou après-guerre, justement, t'as encore... les mentalités qui existaient déjà avant la guerre sont quand même encore là. Il y a encore des mouvements sociaux, notamment. Il y a eu un mai 68 aussi au Japon, quelques années avant ou après, je crois. Donc, ça s'est pas effacé non plus d'un coup. Mais... voilà, les années 20, ça représente vraiment un moment de polarisation politique dans ce pays, des deux côtés en fait. Et c'est vraiment intéressant pour ça à étudier comme période de l'histoire. Ouais. Et voilà, et c'est le contexte dans lequel évolue notre autrice de ce jour. On parle de tout sauf du bouquin. Là, on a fait tout un petit historique du Japon, mais finalement... après, c'est intéressant parce que justement... On disait que justement, au tout début de l'émission, quand on parlait du livre, que ce livre nous évoquait justement les années 20, mutuellement. Ouais. Du coup, c'est quand même intéressant d'avoir placé un peu le contexte social-politique, avant justement, même si bon, c'est pas ça le sujet principal du livre, cela dit, mais histoire d'un peu de rentrer en immersion le plus total dans le contexte de l'époque et dont plus ou moins on imagine l'histoire dans le contexte de l'époque où se passe l'histoire, dans lequel se déroule l'histoire. Ouais, effectivement. Bon, de ce fait, là, je pense tu as très bien fait un bon tour d'horizon de ce qui était Unochio. Je pense que j'ai pas les termes, j'ai du mal aujourd'hui. T'inquiète. Je sais pas, toi peut-être que dans tes lectures, par contre, t'as découvert des choses que j'aurais oublié d'évoquer ou... Non, par rapport à Unochio ou par rapport à l'histoire... Ouais, par rapport à Unochio ou même l'histoire, les deux. Hein. Histoire des années 20, non, j'avoue que là, je n'ai rien à rajouter, Et je n'ai plus le terme, mec, tu vas m'aider, parce que là, je perds mes mots et ça m'agace grandement. Quand tu dis, voilà, c'était exhaustif. Merci. Il suffit que je pense à une phrase sortie de son... à une autre phrase, genre pour que ça revienne. Là, c'est dur, hein, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident.
Et non, mec, non, j'ai vraiment rien à ajouter parce que c'était, comme je t'ai dit, comme j'ai déjà dit, c'était exhaustif et par rapport à Onochio, c'est toi qui m'as fait découvrir cet auteur, donc du coup, je me suis informé effectivement sur les Modern Girls, mais tu en as parlé aussi. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'on en a fait un bon petit tour d'horizon. Voilà. Bon, bah magnifique. Voilà. Écoute, merci de me saucer comme ça. T'inquiète, mec, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on fait ce podcast d'ailleurs, je le rappelle. En premier lieu, faut pas l'oublier. C'est Pour avoir notre dose de lèche quotidienne. c'est pour magnifier nos références en fait, pour dire ah purée, t'as des très bonnes refs, mais toi aussi, mec, excellent. Putain, on est très cultivés, hein. Ah, incroyable. Oh là là, much culture, Oh là, much connaissance. l'élite. L'élite intellectuelle de ce pays, c'est moi. Mais ouais, mais oui, et voilà, mais évidemment, nous faisons partie de petits cercles bourgeois, de penseurs intellectuels parisiens. On est les modern boys. On est les bonnes. Ah, Alors, je sais pas ce que ça voudrait dire un modern boy finalement à notre époque. Hein. Ce serait compliqué à dire. Hein. Ouais, c'est vrai que par rapport au terme d'origine. Parce que là, maintenant, j'ai plein de blagues qui viennent à l'esprit, mais je vais éviter de les faire. Parce que voilà. Ouais, tu vas éviter sur pas perdre toute notre audience. Je vais éviter. Je me censure grandement, mais ceux qui me connaissent Enfin, savent très bien. Que j'ai Ouais, envie de parce faire que plein je de veux dire, en plus, on a une responsabilité. On est écouté par tellement de gens que blagues. Ouais, c'est vrai. chaque mot a un poids. C'est vrai. On ne peut pas être aussi dissident et. Non. On doit rester dans la bien-pensance commune. C'est très bien. J'adore. Je suis fan. Du moment qu'on est exhaustif. Exhaustif, voilà. Et pas clivant. Voilà, surtout. Bon, dis-moi, mon team, alors, comment j'ai découvert. Non, Bah oui, voilà, parce que. Voilà, bah, je pense que voilà, on l'a dit plus ou moins en filigrane, mais voilà, c'est Jules qui. Voilà. La fois dernière, avec Robin Hood, c'est moi qui ai fait découvrir cette magnifique œuvre qui était Robin des Bois, le prince des voleurs en version française, le film. Et là, maintenant, bah, aujourd'hui, c'est Jules qui m'a fait découvrir ce magnifique livre qu'est Ohan. Donc, bah, Jules, je te laisse la parole parce que, effectivement, comment tu as découvert Ohan de Unochio? Eh ben, écoute, mon ami, moi, je tiens à remercier pour ça, tu la connais sûrement, ma grande tante. Tu l'as déjà rencontrée, il me semble. Plusieurs fois, on est partis ensemble Ouais. en vacances. Oui, c'est vrai. Ouais, que tous les deux. Et Non, pas du tout. ouais. Pas du tout. Putain, j'ai eu des images là. Ouais, Ça va être dur d'effacer ça. c'était bizarre. Mais en toute amitié, si on partait tous les deux, c'est une personne très intéressante. Voilà, bon, stop. Pardon, Jules, ta grande tante. Ah là là. Surtout que genre l'audience doit être au moins composée à 50% de gens de ma famille. Et donc, Pardon. enfin, quand je dis ça, c'est mes frères, mais Ah, je pense qu'ils le prendront pas mal. ça va, oui. Tranquille. Non, qu'est-ce que je disais? Donc, bah oui, donc cette grande tante qui a été institutrice au cours de sa vie et que je considère comme une femme de lettres, puisqu'on est dans l'écriture féminine, et qui a la bonne idée presque à chaque fois qu'elle vient nous voir de nous offrir des bouquins en rapport avec ce qu'on aime. Et bien qu'elle ne soit pas forcément passionnée, elle, de littérature nippone, et ben, je sais pas pourquoi, mon gars, mais à chaque fois, elle trouve le moyen de m'offrir un bouquin que je trouve super intéressant. Et Ohan a fait partie d'un de ces cadeaux, tu vois, où à chaque fois, elle me l'offre et je l'ouvre. Enfin, voilà, c'est un cadeau. Et tu sais, quand c'est pas toi qui lis le résumé, qui l'achète Oui, et tout, tu vois, T'as tu pas trop d'attente, t'es pas autant excité. Voilà, c'est ça. Et à chaque fois, je l'ouvre un peu sans grandes attentes, quoique quand ça vient d'elle, quand même, je sais que a priori c'est du bon. Et bah, elle s'est pas trompée. Enfin voilà, moi je considère que c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu de ma vie. Ah oui, d'accord, carrément. Ouais, je le mettrai pas forcément dans mon top 3, mais il a une place vraiment il est particulière quand même. Très très haut, d'accord. Très très haut. Et d'autant plus que c'est intéressant, on l'a pas dit sur Unochio, mais pour la rédaction de ce bouquin, elle a mis plus d'une dizaine d'années à l'écrire en Oui, fait. c'est vrai. Alors que c'est un bouquin qui est extrêmement court. Là, si je regarde, il fait un peu plus d'une petite centaine de pages en format poche. Oui, exactement. Euh, Ouais.
Et en fait, moi, je vois vraiment dans ce bouquin ça, c'est-à-dire que c'est comme une pierre qu'elle aurait pris le temps de polir au fil des années, d'enlever toute la graisse, tout le superflu, pour arriver à un objet, au bout de ces 10 ans, où il n'y a que l'essentiel, en fait. Oui, bah d'ailleurs, ça fait partie je trouve, on en reparlera, mais d'une des grandes qualités de ce livre, c'est que toutes les descriptions, toutes les choses qu'il y a dans ce livre, il n'y a rien de superflu. Il n'y a rien de superflu. Exactement. Et enfin, tout est important, j'allais dire. Il n'y a pas de moment, on va dire, de temps creux où on se dit, bon, là, c'est un peu des phrases à rallonge pour le style, ça n'apporte pas grand-chose au récit. Là, pour le coup, on voit très bien qu'elle s'est gardée à l'essentiel et que, comme tu l'as dit, en fait, l'image de la pierre polie, c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ça. J'ai vu Et de bah, mi-temps, donc, gars, ça me fait plaisir que tu aies ressenti ça. Et voilà. Et vraiment, alors, je sais pas comment ça s'est passé la rédaction du bouquin, mais moi, je suis convaincu que il y a un delta entre le temps qu'elle a consacré à la rédaction d'un aussi petit bouquin et en fait ce que tu trouves comme qualité littéraire dedans, quoi. D'accord. Donc bon bah. Donc voilà, merci toi- grande-tante. Merci grand-tante, mais bah alors moi aussi je dois la remercier pour le coup, parce que. Bah ouais, indirectement, du coup, elle t'a indirectement, aussi... Bon, pas spoiler alerte, hein, vous l'aurez tous compris que c'est Jules qui m'a fait découvrir ce livre, et donc merci grand-tante de Jules. Et qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Oui, bah bon, peut-être pour mettre un petit peu de piment dans le podcast, comment je l'ai lu finalement, le contexte. Ah oui, bah alors, le ouais, contexte, ouais. oui, parce que Est-ce c'est qu'il y a, comme il y a un truc spécifique par rapport à ça? pas vraiment, mais c'est juste marrant comme petite anecdote parce que Ouais. c'est pas non plus. Voilà, là, j'ai l'impression de faire un gros teasing de ouf, mais c'est pas non plus énorme, hein, vous attendez pas à l'histoire du siècle. Mais voilà, bah en fait, quand tu m'as dit de le livre, etc., bon, donc je l'ai commandé à la Fnac, petite presse indépendante sur Paris, comme vous le savez, parce que j'aime bien faire vivre faire vivre les petits commerces. Et. Terrible. Et en fait, bah, quand tu m'as dit, par exemple, bah, la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'as dit, bah oui, lis-le pour la prochaine fois, on enregistre, etc. J'avais lu que 15-20 pages. Parce que voilà, période de Ouais. concours blanc et tout, j'avais pas trop pris le temps, finalement. Et je me suis retrouvé lundi matin à la BU en me disant, oui, je vais aller travailler, etc. À lire des trucs de droit ou d'autres livres un peu moins intéressants. Et j'avais pris donc Ohan dans ma poche ou dans mon sac à dos. Et là, je me suis dit, il était, je crois, environ 10h du matin. Et je me suis dit, bah vas-y, je continue la lecture. Et j'ai commencé à lire et finalement, j'ai passé 2 heures, donc c'est-à-dire de 10h à midi, à lire le livre du début jusqu'à la fin, quoi, finalement. Donc, à tel point que des gens autour de moi à la BU, il y a une de mes potes qui m'a demandé, ah, mais c'est quoi le petit livre que tu lis, etc. C'est bizarre, enfin, tu taffes pas tes polis. Non, voilà, mais. Non, mais toute mignonne. Et donc, voilà, en fait, j'ai pris le grand plaisir à lire ce livre finalement à la BU de Sciences Po pendant 2 heures, pendant 2 heures qui normalement étaient consacrées à mes révisions de prépa. Et finalement, c'était 2 heures les plus rentables de toutes mes révisions parce que j'étais beaucoup plus productif en ces 2 heures que d'habitude, tu vois. Donc, bon. Ce qui est déjà une très bonne chose. Donc, ça veut dire que le bouquin t'a happé, en fait, quoi. Ah oui, clairement, parce que en 2 heures, bon, peut-être pas 2 heures, mais 2 heures, 2h30, tu vois, 2h30 maximum, j'ai lu le livre d'une traite et je me suis pas arrêté. Voilà. Et je me souviens très bien de cette scène où en gros j'avais mis mes écouteurs, j'avais mis une playlist jazz avec, ça va te parler, la chanteuse de MGS. Ah, de Donna Burke, ouais. Donna Burke, exactement. Et j'avais mis cette playlist, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et en plus, qui a transféré directement, qui a enchaîné avec Nujabes. Et du coup, j'étais avec ces musiques dans la t'étais tête. dans un mood, là. J'étais dans un mood, bon, pas forcément les musiques d'époque, hein, loin de là, mais qui faisait le taf, qui faisait vraiment le taf pour m'immerger au maximum dans Ohan. Ah, cette phrase est bizarre. Ouais, bon, m'immerger au maximum dans ce livre. Voilà. Yes. Voilà. Du coup, Écoute, bah effectivement, ouais, bah mec, déjà content que ça t'ait plu au point que tu le lises d'une traite sans t'arrêter. attends, j'allais dire, mec, les derniers livres que j'ai lus, vieux, de romans. Ouais. Alors, il y en avait un qui était bien, c'était Paris est une fête de Hemingway, que m'avait offert un Ouais. pote, et qui est pas mal. Et le dernier truc que j'ai lu, gros, c'était tellement une purge, mec, je pense que ça m'a fait du bien de lire ça, quoi. C'était quoi? C'était, je pense que ça va pas te parler, mais si tu connais, félicitations. C'est un livre de Annie Malraux, qui s'appelle La Animal, Place. hein.
C'est pas hyper connu, c'est Ok. pas une autrice non plus hyper connue en soi. Mais bon, si on doit faire une aparté, en gros, c'est un livre dont on a parlé dans mes cours de culture G là, à Sciences Po pour la prépa. Mhm. Et le synopsis m'avait l'air hyper sympa parce que c'était en gros, ça racontait la violence de la culture et comme quoi en fait la culture pouvait séparer les gens, tu vois. Mhm. Genre, et je l'ai lu. Et ça raconte l'histoire, en fait, un peu une œuvre autobiographique d'une femme, pardon, qui vient de passer le CAPES et qui revoit son père quelques années après et qui se rend compte que tout les sépare finalement parce qu'elle a une éducation supérieure et pas lui, quoi, qui est petit commerçant. Et bon, voilà. Et donc, je m'éloigne, mais Ouais. en gros, ce livre, c'est une purge à lire. Le lisez pas. Voilà. Genre, Mais c'est une purge, pourquoi? Parce que c'est mal écrit? Bah, en fait, vraiment, je l'ai comparé là à Ohan en point positif après. Mais c'est un livre où on se perd dans les états d'âme de Animal Row finalement. Et tu te perds dans ses émotions à la moelle-neu, son aspect un peu drama girl. Ah non, la culture. Bon, après, peut-être que le thème me parle moins aussi, hein, mais peut-être que je suis pas trop touché. Mais je trouvais juste que c'était un surplus de description, de sentiments et de choses parfois qui friseraient l'eau de rose. Et en fait, le propos de fond, tu le perds parce que le propos de fond n'est pas si inintéressant de la violence de la culture. C'est vraiment c'est une thématique qui est même, j'allais dire, assez sérieuse et qui peut être Ouais. très intéressante à la lecture. Et Ouais, qui peut bah, porter tout à de fait. Ouais. discussions. Moi, quand tu m'en parles comme ça, a priori, je me dis ça peut être intéressant. Tu vois. En vrai, en débat, etc., et à lire des articles dessus ou des livres dessus, c'est hyper intéressant. Par contre, la manière dont c'est écrit, en fait, on se perd dans de l'émotionnalisme à outrance et finalement, tu perds totalement le propos de fond qui est la culture. La culture peut être un facteur de violence entre les hommes, enfin entre les individus, quoi. Donc voilà. Bon, je ne conseille pas ce livre. Mais du coup, voilà, tout ça pour revenir à Ohan. Après avoir lu cette On a purge, bien compris. Ouais. c'est très sympa de passer à autre chose. Voilà. Ok. Bah, ravi de t'avoir aidé à tourner la page. Oh là là, bon jeu de mots. Bon, bah du coup, je pense que ça fait une très bonne transition parce que là, on est en train de encenser ce livre à demi-mot, finalement. Enfin, même à un mot complet, mais sans vouloir le dire, qu'on passe à notre partie point positif analyse. Yeah. Oh, oh, oh. Bon, et bah, mon Jules, quel est le premier point positif qui te vient à l'esprit quand je t'évoque Ohan? Alors, c'est un petit peu dur parce que, bah, effectivement, moi, j'en ai énormément et je saurais vraiment pas par lequel commencer, donc je préfère te retourner la question. Tu fais Sauf si- tu fais souvent ça. Je fais souvent ça, ouais. Enfin, non, mais Non, bah ouais, non, mais si tu veux, comme ça, ça te laisse le temps de réfléchir et de prendre. vraiment, je suis plus à l'aise. Je sais plus qui avait commencé sur Robin des Bois, mais je crois que c'était moi pour le coup. Ouais. Mais parce que tu sais, quand t'as vraiment une œuvre qui te porte à cœur, Mhm. c'est plus simple si c'est l'autre qui commence, je pense. Tu vois, Oui, enfin, bien sûr. genre, Oui, non, mais je comprends. Ouais. tu vois ce que je Pour veux dire? penser et pour Donc- lancer ta réflexion et. Ouais, pour- c'est ça. pour éviter se que lancer au moins sur un Ouais, thème, en fait. Ouais, Quoi. pour encadrer ta pensée. Donc, Ouais. je vais encadrer ta pensée. Encadre-moi, grand fou. Bah, moi, je veux dire. Bon, premier point positif qui me vient à l'esprit, et je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit par rapport à la pierre polie, parce que je pense que c'est l'une des plus grandes qualités de ce livre, et ça saute aux yeux dès le début. C'est que c'est un livre qui ne s'embarrasse pas avec du détail superflu. C'est une Ouais. écriture qui est fine, précise, et j'allais dire qui est, voilà, même, je vais employer une image, une précision chirurgicale. C'est-à-dire que tout est important, toute description, toute phrase est calibrée et tu le sens. Alors je l'ai lu, nous deux on l'a lu en traduction française, mais tu sens que tout est calibré pour te décrire au millimètre près et pour orienter ton imaginaire sur une image très centrée. Voilà, en fait, et sans dire, voilà, je dis pas que ça sclérose ton imaginaire, loin de là, je dis juste que, en fait, l'écriture est tellement fine et tellement précise qu'elle ne te perd pas, en fait. Tu sens que, voilà, tu n'es pas avalé par un flot de mots, par une prose, j'allais dire, à la limite, qui se veut trop savante et qui se veut, pour moi, selon moi, avec mes conceptions de la littérature dégueulasse. Enfin, parce que si, pour moi, l'auteur perd son public, bah, ça veut dire qu'il a manqué un petit peu, il a quand même un petit peu manqué sa cible. Et surtout par rapport à ce qu'il veut offrir. Or, en l'occurrence, bah, c'est ce roman qui nous parle, voilà, de relations humaines, de pensée interne, j'allais dire, de névrose d'un homme. Et pour moi, ça doit avoir une écriture, enfin, selon moi, avec avec mes attendus, ça doit parler à tout le monde. Ça doit vraiment parler à la majorité des personnes pour qu'ils comprennent et qu'ils, j'allais dire, s'identifient au personnage. Si tu as quelqu'un, finalement, si tu as une écriture qui est digne, je sais pas, de la prose d'un Bourdieu, qui est totalement différente, ou autre chose qui se veut beaucoup plus deep,
tu perds tu perds ton lecteur, tu perds le public auquel l'œuvre est adressée, et pour moi, tu passes à côté. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas de ce livre, c'est bien pour ça que je l'encense ce bouquin sur ça, c'est que tu es guidé par la main, du début jusqu'à la fin, avec une écriture, mais magnifique, quoi. Et qui, je le répète, laisse libre cours à ton imagination pour j'allais dire, t'immerger dans ce monde que je considère être dans les années 20, sans pour autant, en fait, te vomir un flot de mots indigestes ou un surplus de descriptions, comme peuvent le faire beaucoup de romans à mon goût. Voilà. Ouais, non, c'est ça. Et enfin, voilà, la concision du bouquin, elle est vraiment au service du récit. C'est ça. Il n'y a pas, voilà, il y a pas de superflu, il n'y a pas de fioriture. Et comme tu le dis, toutes les descriptions, elles ont un but par rapport au récit de t'amener à ressentir telle ou telle chose. Et quelque part, elles se justifient par le déroulé du récit. Et ouais, à aucun moment, tu as un ressenti de... là, il fait une description pour montrer qu'il sait faire une belle... Enfin, qu'elle sait faire une belle description, tu vois. Bah en fait, si on doit faire un parallèle pour ceux qui sont... Bon, peut-être un peu moins littéraires, etc. Mais si on doit faire un parallèle, c'est un peu comme dans les séries animées ou pas animées, d'ailleurs, où t'as un personnage qui va faire une scène d'exposition, quoi. Genre une scène d'exposition qui est mal amenée, c'est genre il va dire ah bah dans ce cas-là, dans ce monde, il se passe ça et ça. C'est une scène superflue, ça, parce que tu te dis c'est pas du tout ancré dans le livre, enfin dans le livre ou la narration. C'est juste un mec qui va parler, ah oui, dans le monde alors des bêtes, tu vois, t'as les méchants, t'as les gentils, t'as le... Voilà, etc. Tu vois, il y a des scènes parfois dans des séries qui sont mal faites, ou bien faites, mais qui sont obligées de passer par là. Et là, tu te rends compte que toutes les descriptions qui sont faites dans ce livre, t'as pas ce genre de truc de scène d'exposition où t'auras à un moment donné le narrateur qui va se poser et qui va décrire un arbre, parce que l'arbre est joli, et mais après, l'arbre, on s'en fout, quoi. Genre, non, clairement pas. Ça va servir à quelque chose, comme tu l'as dit. Et ça, c'est important. C'est très important à souligner. Et alors, en parlant des descriptions, ce qui est vraiment, moi, je trouve, l'un des points centraux et les plus intéressants de ce bouquin, c'est... alors, je dirais pas la... en fait, si, c'est la description de la psyché de notre personnage principal. Ouais. Je sais pas si on aura le même avis, en fait, sur ça, sur lui, sur son comportement, etc. Qu'est-ce que toi, tu penses de lui ? Compliqué parce qu'à la fois je m'identifie un peu à lui parce que parce que je m'identifie en fait à ses erreurs et finalement c'est un personnage pour moi qui est très humain, très réaliste. Je pense que toute personne, que ce soit fille ou garçon, dans la manière d'aborder ses sentiments, dans la manière de les exprimer, et on a tous fait au moins une erreur ou même plusieurs erreurs que ce personnage a commis. Du coup, on peut avoir que de l'empathie pour lui à un certain degré. Après, je dois admettre, et c'est ça qui est bien fait dans ce livre, c'est que bah voilà, en fait, pour mettre le contexte, le narrateur, j'ai retenu un terme littéraire pour ce podcast, c'est vraiment, parce que voilà, on est dans l'intradigétique. Voilà, j'adore ce mot. Voilà, ouais. J'adore ce mot, la diégèse, etc. Mec, j'ai lu un truc sur ça, j'étais en mode waouh. Alors, est-ce que tu peux l'expliquer pour nos auditeurs qui ne comprendraient pas ce mot ? Et pour moi aussi. Alors, pour résumer, en fait, la diégèse s'oppose au mimésis. La diégèse, en fait, c'est ce qui est la capacité de décrire et de montrer. Voilà. Ouais. Et contrairement au mimésis, qui est un peu comme voilà, le mime, l'imitation, et en fait, qui est de la description, finalement. Tu vois. Donc, en fait, je suis pas très calé, et je pense que tous les gens qui ont fait L, bon, apparemment pas toi, mais les gens qui ont fait des prépa-lettres, des cannes et des hippocamps me sauteraient à la gorge pour mon manque de connaissances en littérature. Je suis désolé. Mais en tout cas, voilà, ce que j'ai compris par rapport à ça, c'est que la diégèse, en fait, c'est l'art de s'immerger, etc., d'être... l'art de raconter les choses, et l'art de mimésis, c'est l'art de montrer, et j'allais dire d'un œil parfois externe, finalement, tu vois. Et donc, enfin, pas externe, tu vois, mais de présenter comme un exposé, tu vois. Alors, et quand on parle d'intra, en fait, dans la narration, il y a l'extradigétique et l'intradigétique. L'extradigétique, c'est un mot compliqué pour dire que le narrateur est la troisième personne. C'est-à-dire que c'est un mec extérieur qui raconte l'histoire. Genre, il était une fois la princesse et la belette. Et l'intradigétique, c'est juste... ouais, bon, j'ai pas eu une enfance heureuse, hein, pour avoir des contes de fées aussi pourris. C'est Une enfance dans le Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Par Timothée Delobel. Là-bas, avec des princesses et des belettes. Je sais pas. Et l'intradigétique, c'est un mot très compliqué, et très compliqué pour juste dire que le narrateur fait partie de l'histoire, quoi. Voilà. D'accord, oui, ok. Sauf qu'il est stylé, ce mot. Et et voilà. Et du coup, je voulais le caser. Exactement. Et vu que j'ai l'épreuve de culture G au concours, je me dis, si je cale intradigétique,
le correcteur va être en mode mais ce mec, c'est Mais un en génie. fait, tu vois, on pourrait, si on fait une réflexion extra-diégétique par rapport à notre podcast, là, et tout ce qu'on Ouais. dit, en fait, c'est triste parce que, quelque part, les concours t'invitent à faire tout ce que Uno Chio ne fait pas dans ce bouquin. C'est-à-dire se la péter en montrant que tu sais faire des trucs. Ah là, tu me mets mal, là. Ah ouais, là, tu... Et tu vois. Ah ouais. Wow. Wow. Et du coup, Raconte en un faisant Dirt. ça, mec, tu fais tout l'inverse de ce qu'elle prône. En faisant ça, mec, t'es une sous-merde, sache-le. Pour avoir dit intradégétique, mec, t'es vraiment une sous-race. Moins 20 points à Serre d'Aigle. Allez, prenez ça dans vos gueules, les Serre d'Aigle. Oui, bah après, on remarque que ce genre d'agissement convient totalement à l'esprit de la maison. Hein. Donc, Monsieur Flitwick, mon professeur principal, serait très heureux de ma prestation actuelle. Je tiens à le dire. Voilà, pour avoir employé un mot aussi compliqué que Wingardium Leviosa. Voilà. Bon, j'arrête. Non, mais BG. J'arrête de faire le faux chroniqueur de France Inter que je ne suis pas parce que j'en ai pas un quart du talent. Mais voilà, ce qu'on disait par exemple avant, c'était hyper intéressant. C'est la psyché du personnage. Voilà, on s'identifie à lui. Donc comme je disais, il fait des erreurs, mais je pense que chaque lecteur s'identifiera à au moins une de ses erreurs et dans la manière dont il peut avoir des sentiments. Mais par contre, après, de l'autre côté, et en même temps, c'est une des thématiques principales du livre, c'est-à-dire l'indécision. Du coup, bon, on peut pas lui reprocher, donc c'est pas un défaut. Mais qu'est-ce que j'ai pensé du personnage en lui-même? C'est que il a un côté très très torturé qui pour moi est à la limite à certains passages du ce couteau à mec. Ce couteau à mec. Pas du insupportable, mais des petites taloches, quoi. Genre des petites taloches à donner, là, en mode ouais, c'est bien. Enfin, en fait, voilà, si je dois dire, je sais pas comment le dire, mais si, en fait, on s'identifie tellement à lui. Parce que, vu qu'on suit ses pensées, ses névroses, etc., et son cheminement d'esprit, qu'on se dit qu'on a envie d'être son pote au bar, là, avec la bière, enfin, pas la bière, mais je sais pas, le saké, là, le saké, à côté de lui, et lui dire frère, tu m'as fait part de tes névroses, maintenant, mec, j'ai tel conseil à te donner pour que tu partes pas en couille. Et ça, ce côté-là, c'est vachement bien fait parce que c'est ce que j'ai ressenti tout au long du livre. Et vu que Mais alors, justement, vas-y, excuse-moi, je te laisse terminer. Non, voilà, j'avais fini, ouais. Voilà, Ok. voilà. Moi, c'est un des autres trucs que j'aime beaucoup dans ce bouquin, dans le ton général du bouquin, dans l'écriture. C'est pas propre à Uno Chio, parce que je l'ai déjà vu aussi dans d'autres œuvres de la littérature jap. Mais c'est que, justement, c'est la manière qu'a le narrateur de te parler. Ouais. Mais en fait, comme si il te parlait vraiment dans la vraie vie, en fait. Et à un tel point de proximité. Et moi, c'est un style que j'adore. C'est-à-dire que il va te dire... oui, ça s'est passé sur ce petit pont près de la rivière Kawabata que vous connaissez certainement Oui. parce que vous passez là régulièrement. Enfin, il y a vraiment, on introduit une proximité, mais comme tu dis, comme si le narrateur, il était en train de te raconter cette histoire accoudé au bar, en fait, quoi. Au bar des Rocos. Oh là, Et on est dans l'extra-dégétique, là ou ou l'intradégétique. Je suis sûr que tu vas le retenir ce mot grâce à moi, hein, finalement. Je saurais pas ce qu'il veut dire, mais je serai là quand même pour le sortir et faire genre. C'est profondément intradégétique, tout ça. Oui. Non, mais voilà, tout ça pour dire que c'est... et alors, donc voilà, il y a tous ces moments où il te dit, oui, vous connaissez certainement tel truc. Et aussi toutes ces fois où il s'adresse à toi en te disant, vous blâmerez sûrement l'imbécile que je suis, mais j'ai J'ai encore une fois, en fait, ouais. c'est ça. Et encore une fois, et en fait, tout au long du récit, tu parlais d'indécision, mais en fait, c'est pas une indécision active, c'est vraiment une indécision passive. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça qui est incroyable avec ce type. Tu dis, t'as envie de le secouer et tout, parce que il ne se décide pas, mais parce que il est pas capable de mouvement en fait. Il se laisse submergé par ses pensées, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, et ça qui est intéressant, c'est que à tel point qu'en fait, et ça c'est très bien retranscrit, et je pense c'est ce que voulait l'auteur en écrivant ainsi, c'est que en fait, on suit tellement ses pensées, il y a une telle description de sa psyché. Et parfois même, on voit à travers ses propres yeux, alors, parfois il dit, oui, alors là je vois à côté un arbre, je sais pas quoi, ou le marchand qui passe, ou l'enfant qui est mouillé dans son pagne et tout. Et t'as l'impression qu'en fait, parfois, le gars, il est spectateur de sa propre vie. Puis, en fait, tu es tellement... Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai eu ce sentiment-là parfois où on regardait le monde à travers ses yeux,
et que tu vois que le monde observait, enfin qu'il observait d'ailleurs très bien, et d'ailleurs qu'il avait aussi une observation interne de ses propres sentiments qui était à tel point qu'en fait, tu vois, alors que le mec c'est tellement bien analysé que tu te dis, mais à part ça, mec, qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu? Que fais-tu? Enfin, comme tu l'as dit, est-ce que tu es actif? Et c'est pour ça que quand tu dis quand tu as dit que c'était une indécision passive, pour moi ça rejoint totalement ça, parce que j'ai vraiment l'impression d'assister parfois à un narrateur, à un personnage qui est vraiment spectateur des événements qui se déroulent dans sa propre histoire, quoi. Alors qu'il est peut-être enfin qu'il est même le protagoniste principal de des événements qui vont arriver, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc si je te demandais pourquoi, enfin qu'est-ce que tu penses de lui, c'est parce que je trouve qu'il y a vraiment un contraste extrêmement bien retranscrit entre le fait que son indécision, elle est irritante au plus haut point, parce qu'elle a effectivement des conséquences terribles, mais même avant qu'elle ait ces conséquences terribles, parce que tu te dis, c'est un enfoiré le mec. C'est un égoïste. Au final, il blesse deux femmes, il est ultra égoïste. Et en même temps, tu peux pas t'empêcher de ressentir une dose de sympathie pour lui, parce que d'un côté, tu ressens tellement bien son indécision que tu te dis, effectivement, peut-être que moi, à sa place, je saurais pas quoi faire non plus. Et en plus, comme tu as ce ton extrêmement familier et cette proximité entre le lecteur et le narrateur qui est installée, t'es pris d'amitié pour lui, en fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti énormément d'empathie pour ce narrateur et le fait qu'il soit paumé, quoi. En même temps, tu vois, et ça qui est bien retranscrit, c'est que c'est pour ça que tu as un peu des émotions ambivalentes quand tu analyses ce personnage et quand tu suis ses histoires. C'est que tu es obligé de ressentir de l'empathie, mais en même temps, tu peux t'associer à la fois avec une forme j'emploie un mot fort, mais de dégoût par rapport à ce qu'il peut faire et on va dire je dirais même pas forcément l'inconscience, mais le manque de vision qu'il a par rapport, enfin de projection qu'il peut avoir par rapport à ses actions. Et t'as vraiment envie de dire, c'est comme si, en fait, et c'est ça qui est assez incroyable, c'est comme si, bon, je vais pas prendre d'exemple parce que je vais me mettre dans la merde, c'est comme si une pote, voilà, te racontait ses histoires X random, qu'il ou elle blessait quelqu'un, sans le vouloir peut-être, mais tu te rends compte que le cumul de toutes ces actions, le cumul de petits indices qu'il y avait par-ci, par-là, ça ne pouvait emmener qu'à ça. En particulier quand on parle de sentiments amoureux, voilà. Et tu ne peux dire qu'à cette pote, si elle t'en parle, de dire, mais mec, meuf, t'as déconné. Enfin, genre, vraiment, c'est littéralement ça qu'on dit, tu vois. Et c'est exactement la sensation. J'ai bien fait ma langue de bois pour pas dire de. Pas donner d'exemple. Mais tu vois le sentiment que tu peux avoir quand s'il y a un mec ou une pote te raconte, enfin un pote ou une pote te raconte ça, le seul réaction que tu pourrais avoir, parce que toi t'as un œil un peu extérieur par rapport au truc, et en même temps tu as très bien écouté cet ami en question, et tu lui dis, mec, t'as déconné, arrange les trucs, et je te conseille de faire ça, ça, ça et ça. Et ça, ce genre de sentiment, enfin ce genre de réponse que t'as envie de donner, c'est exactement ce que, enfin pour moi, ce que décrit bien et ce que fait bien l'auteur, parce que t'as vraiment cette sensation-là quand tu lis ce livre, d'être en face d'un pote qui te raconte ses histoires de sentiments, ces histoires sentimentales branque-ballantes là, et toi tu as cette réaction qui est présente. Et ça, je trouve que c'est bien fait. C'est très très bien fait. C'est même une grande masterclass, quoi. Ouais. Et alors, parce que si du coup on en révèle un peu plus sur le récit, hein, toujours sans spoiler la fin, mais en fait, donc, tu le disais, il vit chez cette femme qui dirige une maison du quartier des plaisirs, qui s'appelle Okayo, et il recroise son ex-femme qu'il n'a pas croisée depuis 7 ans dans la rue. Il en retombe amoureux, mais malgré ça, en fait, il y a beaucoup de temps qui se passe. Oui. Je crois que le récit se déroule au total sur 1 an ou 1 an et demi. Oui. Et je crois, en fait, au début, on a du mal à situer quand même parfois dans le livre. Enfin, il y a des événements qui permettent de situer. Mais alors, c'est moi sans doute qui manque peut-être de culture par rapport aux fêtes japonaises, etc. Parce que parfois, moi, on voit que le temps se déroule par rapport aux saisons, ce qui est bien fait. Mais par rapport aux événements culturels, parfois, j'étais un petit peu perdu. Il y a des fêtes japonaises qui ponctuent le récit et qui sont censées amener le passage du temps. Mais c'est vrai que d'une manière générale, même le récit, il est déjà très flou sur sa localisation géographique, parce qu'on ne sait pas exactement où ça se passe. Et même temporellement, si tu ne fais pas très attention, tu sens que le temps s'écoule, mais tu sais pas... Enfin, il y a un truc un peu flottant en fait, dans tout ça.
qui est agréable aussi, je trouve. Ça fait une bulle, une sorte de petite bulle. Ouais, ça fait une espèce de bulle, ouais. Et donc, bref, donc il recroise cette Ohan et il lui dit, parce que lui, donc, il tient un magasin d'antiquaires à quelques pas de là où vit où vit Okayo, donc ouais. sa compagne. Et il lui dit, ah bah, tu passeras à mon magasin à l'occasion, etc. Enfin, on a tellement de choses à se dire de tout ça. Et en fait, bah, peu à peu, ils reprennent contact et il finit par lui dire qu'il a envie d'emménager avec elle, qu'il va quitter Okayo, avec qui il est pourtant parti il y a 7 ans. Tout ça sans rien dire à Okayo et en faisant croire à Ohan que Okayo est d'accord avec ça. Oui, que tout se passe bien. Ça, et en fait, il a beau lui dire ça, mais au final, il y a quand même plusieurs mois qui s'écoulent sans qu'ils trouvent de logement pour emménager ensemble. Et enfin, voilà, il est toujours entre deux états en fait, quoi. Il est toujours Bah ouais, c'est ça. jamais. Enfin ouais. Voilà, ça va. Il commence des choses, il commence des actions qui, on peut dire, ah bah là, mec, tu vas t'orienter dans quelque chose là, dans une. Ouais. Sous le coup de l'impulsion à chaque fois. Ouais, et c'est extrêmement bien décrit. À chaque fois, on t'explique comment. Enfin, il le dit lui-même, il dit mais je sais pas. Pourquoi je fais ça, mais je le fais quoi en fait, tu vois. Enfin... Généralement, cette description elle finit par où il implore les dieux et il dit, enfin il implore pas justement, il dit tous les dieux, le Bouddha là, vous pouvez me maudire mon agissement et là t'es en mode ouais, oui mec. Non mais oui c'est bien fait parce que tu sens qu'en fait que le mec est tout le temps paniqué quoi. C'est ça qui est, enfin qui bouillonne à l'intérieur. C'est ça. Qui bouillonne à l'intérieur. Et tu sens qu'il est paniqué. Et qu'en fait, à force d'implorer les dieux, et c'est un des autres grands thèmes de ce bouquin, c'est le karma. Oui, alors là, ouais, là c'est chez. À force d'implorer les dieux, et il met en route la mécanique du destin qui va lui faire payer ses actes, en fait, quoi. Qui se met en marche, ouais, inexorablement, ouais. Donc ouais, en plus voilà, c'est ça. Et en plus d'être d'être un bon roman au niveau de la description qu'est le personnage principal, bah bon là, sans rentrer dans le spoil, hein, juste c'est une très bonne tragédie quoi. C'est une très très bonne tragédie dans les éléments qu'elle met en place et dans les images surtout, dans la symbolique en fait. Et bon là, je pourrais difficilement en parler en spoilant, mais bon, il y a eu l'image, tu sais. Difficile à dire sans spoiler, mais bon, si ça va pas forcément parler aux gens là, si j'en parle là maintenant, mais l'image quand il se balade, enfin quand il veut rejoindre justement son ex-femme à leur nouvelle maison, voilà, si on le dit pas trop, et qu'il à un moment donné, il manque de tomber dans un ravin ou dans une sorte de rivière, enfin un grand truc, voilà, qui est décrit avec un noir béant. Ça, j'ai trouvé cette image hyper bien réalisée. Tu sens que c'est un peu aussi le fusil de Tchekhov pour la suite du roman aussi. La suite du récit, ouais. La suite du récit, ouais, parce que c'est très souligné. Et ça, je trouvais que c'était, au-delà du fait que bah, voilà, c'est très bien amené, c'est aussi très très bien décrit parce que la description est hyper appuyée. En même temps, tu vois le danger qui se dégage. Tu sens le côté névrosé du personnage qui se dit ah là là, mais qu'est-ce qui se passe je sens que c'est très mauvais signe et tout. Mais en même temps, c'est très mauvais signe, mais bon. J'ai quand même envie de rejoindre la donzelle pour parce que je suis emporté parce que je suis quand même un humain et je suis quand même un homme, donc j'ai des fêlures, donc du coup j'ai quand même envie de rejoindre ma femme, enfin mon ex-femme pour faire des dingueries, voilà. Du coup, enfin tu te rends compte que c'est quand même assez drôle parce qu'en fait on rejoint cette thématique là aussi en même temps, c'est que c'est une tragédie, en même temps on est face à un homme qui est tout simplement un homme, enfin dans le sens où c'est vraiment quelqu'un avec ses faiblesses. Et en même temps, je peux comprendre qu'on peut être dégoûté par ce personnage, mais je le répète, je pense que dans la manière dont on gère les sentiments, tout à chacun, on a forcément fait, ou du moins on a forcément eu une pensée ou une action qui puisse s'apparenter à ce personnage, quoi. Voilà. Et alors... Bon, après, je parle peut-être pour moi, dans ce cas-là, je suis peut-être un connard. Non, mais justement, je rebondis sur ça. Ce qui, moi, me foudroie le plus quand je lis ça, c'est que il t'explique, je sais pas très bien comment le formuler, mais en fait son cœur balance sans cesse entre ces deux femmes et un coup il est chez l'une et l'instant d'après elle le dégoûte presque et du coup il retourne chez l'autre et ensuite c'est la même chose qui se produit, et c'est-à-dire tu vois il en est fou et perdu. Et l'instant d'après, elle le dégoûte. Et vraiment, ce
ce passage d'un état à l'autre, en fait, je sais pas, moi, je trouve qu'il est extrêmement bien décrit. Et ouais, ça me. Enfin, je trouve que tu comprends du coup encore plus son. Enfin, tu rentres vraiment dans sa psyché, en fait, quoi. Et tu comprends pourquoi il. Enfin, c'est vraiment extrêmement difficile à décrire, hein, mais tu acceptes le fait que, oui, un moment, il est fou et perdu de tel, et l'instant d'après, il en est presque dégoûté. Ouais. Et ça t'est tellement bien décrit que tu le remets pas en question, tu vois, en fait. En fait, c'est ça qui est bien fait, c'est que ça passe pas. Enfin, t'as pas l'impression du coq à l'âne, avec un mec qui est totalement, là, pour le coup, bipolaire. Enfin, c'est ça, en fait. Ce qui aurait pu être le grand danger en écrivant ce genre de personnage, de dire. Ouais, il change d'idée comme de chemise, quoi. Mais là, c'est pas le cas, parce que, comme tu l'as dit, c'est hyper bien décrit. Et en fait, bon, ça se voit qu'il y a, je pense, 10 ans, c'est ça le temps qu'il a fallu pour écrire ce livre. Je ne sais pas combien de personnes, enfin, je ne sais pas comment elle a procédé, Uno Chio, pour écrire son livre, si elle a interviewé des gens ou je ne sais quoi. Mais ça montre quand même une réelle connaissance de comment des sentiments peuvent évoluer, parce que je pense enfin, tu vois, genre, ce genre de situation, bon, pas forcément par rapport à une relation sentimentale, mais où tu fantasmes un moment qui va t'arriver dans la journée ou dans ta vie, t'y arrives et tu te dis, ah bah finalement, c'est pas si dingue, et peut-être le moment d'avant c'était tout aussi stylé, quoi. Enfin, je le formule de manière très moche, mais je pense qu'on a tous plus ou moins connu ça. Et donc, certes, ça peut paraître pas très trépidant comme truc à vivre comme ça, parce que justement, on l'a tous vécu, mais là, c'est bien écrit. Du coup, c'est stylé. Du coup, c'est stylé, voilà. Mais, mec, tu sais, comme je te disais au début du podcast, je sais pas ce qu'on va pouvoir mettre comme extrait, mais en fait, j'ai une idée là au débeauté. Parce que j'ai en disant là ce qu'on dit sur la proximité du narrateur avec le lecteur et ce fait qu'il passe du. Enfin, c'est une très bonne description de à quel point il peut être fou d'une femme et juste après être dégoûté par elle. Je me dis, enfin, moi là j'ai un passage qui m'est vraiment revenu en tête et que j'ai retrouvé dans le bouquin. Si tu veux, on peut chacun trouver un passage qui nous a marqué et le lire. Parce qu'en plus, du coup, ça fait la petite partie scène qui nous a marqué. Ah, de ouf, ouais. Ça te dit ou pas ? Ouais, je suis chaud. Je suis chaud. Si toi, t'as un truc direct en tête ou si tu veux, on prend 2 minutes pour le temps de chercher. Ah bah moi, mec, le truc que j'ai en tête, le problème, c'est toute la fin. Moi, c'est la dernière tirade de fin, qui est magnifique. Hein. Ah oui. Bah, en même temps, alors, bah, tu sais quoi ? Ok, dans ce cas-là, tu sais ce qu'on va faire ? Parce que donc, moi, c'est pas une tirade de fin. Donc, je lis la mienne. Et ensuite, on passe à la partie spoil. Et là, tu liras la tienne, du coup, dans la partie spoil. Comme ça sépare un peu les deux. C'est... Ok. Parce que la dernière tirade, je trouve qu'elle est géniale. Enfin, vraiment, elle est juste dingue. Ok, c'est bon, moi j'ai mon passage. Très bien. Vous avez eu la patience d'écouter sans vous indigner les divagations interminables d'un imbécile de mon espèce. Mais si je vous dis qu'en fait, jusqu'à ce matin-là, j'avais continué de dormir auprès d'Okayo au premier étage de sa maison de Kajiya, vous ne pourrez sans doute manquer de m'écraser de votre mépris. Même aujourd'hui, tout ce qui s'est passé ce jour-là ne possède à mes yeux pas plus de consistance qu'un rêve. Comme nombre de couples sans enfants, nous avions pris l'habitude, Okayo et moi, de traînasser au lit en causant des petits soucis de la vie quotidienne. Or, ce matin-là, sans doute à cause d'un vent coulis qui, semblant se faufiler sous le paravent placé à notre chevet, avait chassé la chaleur de la veille, Okayo, enroulé depuis l'aube dans une mince couette, est venu se lever contre moi en minaudant. Je ne sais pas pourquoi, mais avec ce froid, je me sens tellement abandonné, m'a-t-elle dit d'un ton apprêté, et elle a plaqué son front contre ma poitrine. Vous savez, c'était toujours pareil. Elle avait beau avoir passé l'âge, elle se plaisait à jouer les gamines turbulentes, et la voilà donc, qui, paresseusement allongée, continue de jacasser de tout et de rien, jusqu'à ce que le soleil, filtrant entre les volets, illumine toute la pièce. Tu sais, hier soir encore, la patronne du Angetsuhan m'a dit que j'étais la plus chanceuse du monde. D'abord, j'ai fait remettre à neuf le premier étage, et puis la fillette que j'ai adoptée est en train de devenir la coqueluche de Kajiya, et en plus, toi, tu es aux petits soins pour moi. On aurait vraiment dit des paroles de rengaine, si bien que j'aurais pu ne les écouter que d'une oreille, comme des propos désordonnés qu'on balbutie en rêve, et pourtant, allez savoir pourquoi, je ne me sentais pas tranquille. Même mes réponses badines me semblaient sonner faux. Magnifique. Et vraiment,
voilà, pour moi, dans ce passage-là, il y a vraiment ces deux notions-là. Au tout début, vous ne pourrez sans doute manquer de m'écraser de votre mépris. Ouais. Enfin, je trouve que la ouais. formulation, elle est géniale, tu vois. Parce qu'en plus, à ce moment-là du récit, c'est vrai que tu commences à te dire, mec, arrête de déconner. tu déconnes, tu quoi. déconnes, de ouf. Et en même temps, derrière, voilà, c'est la femme, donc Okayo, la tenancière de maison de plaisir, voilà, pour qui il a quitté sa femme il y a 7 ans. Pour qui, enfin voilà, et alors c'est aussi ça, c'est que les deux figures féminines de cette œuvre, c'est des saintes en fait. Ouais. Elles sont aux petits soins pour lui. Enfin là, enfin lui, voilà, il a son boutique d'antiquaire, mais on comprend que c'est plus. Et d'ailleurs, il le dit lui-même très vite. Hein, il le dit lui-même, qui vit au crochet de Okayo. Enfin, ouais, tout à fait. Ouais. Et elle, voilà, tout ce qu'elle a comme rêve, c'est de pouvoir aménager le premier étage, donc c'est ce dont elle parle dans cet extrait, pour pouvoir enfin vivre avec lui dans leur espace à eux, etc. Et elle se démène au boulot pour pouvoir amasser de l'argent pour faire ça. C'est elle qui lui fait sa nourriture, etc. Et lui, et voilà comment il la traite. Et l'instant d'après, il va retrouver Ohan, et en fait, finalement, non, il regrette, il a un doute, ouais, il a un doute, et il regrette presque l'instant d'après, ouais. Et en fait, c'est ça qui est assez drôle, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, en fait, bah voilà, c'est bien que tu cites les deux femmes que sont Ohan et Okayo, parce que c'est aussi deux personnages, en fait, déjà, je trouve qu'en fait, voilà, parce que elles sont totalement en contraste par rapport au narrateur, parce que comme tu l'as dit, bah, elles sont red dingues de lui et elles s'occupent de lui comme un roi. Et après, à côté de ça, c'est dit en filigrane et c'est décrit de manière très succincte, mais enfin, pas succincte justement, mais c'est écrit au fur et à mesure du livre, qu'elles ont, on va dire, deux manières de travailler, de subvenir à leurs besoins totalement différentes. Et en fait, tu te rends compte que c'est quand même deux femmes fortes aussi, finalement. Que c'est pas. Faut pas s'imaginer que dans le livre, que Ohan et Okayo, tu sais, c'est deux femmes princesses à sauver, j'allais dire. Qui attend le rhum, etc. Quoi. Ouais. Bah, comme on l'a dit, c'est lui qui se fait nourrir, du coup. Et donc on a quand même Okayo qui, on l'apprend vite, qui est quand même, si j'ai bien compris, directrice enfin c'est pas le terme, directrice. Tenancière, ouais, voilà, de son établissement de geisha, ce qui à l'époque quand même, ce qui était quand même assez stylé, enfin ce qui était assez, je vais pas dire stylé, mais bah, il fallait mener là-bas. Ouais, mais on comprend aussi que c'est pas une très grosse maison de geisha, tu vois, que c'est un petit truc. C'est un petit commerce. Mais voilà, elle est quand même à la tête de quelque chose. Ouais. Et ça, et dans certaines scènes, tu vois, elle donne des ordres, tu vois. Enfin, il y a quand même un truc, il y a un aspect un peu d'autorité qui se dégage chez Okayo. Et à l'inverse, bah, Ohan, tu te rends compte très vite qu'elle fait des petits boulots, je crois, de rapissage de vêtements et qu'elle se débrouille à fond pour économiser. Il y a d'ailleurs une scène iconique, sans spoiler, où tu as un petit sac d'or là, qui apparaît dans leur nouvelle maison et qui est assez marquant. Oui, tu vois. oui, c'est vrai. Et qui, d'ailleurs, pour moi, ça a finalisé un peu, pour le coup, bon, pas finalisé, mais qui a confirmé mon dégoût un petit peu pour le personnage, où j'étais en mode. Ouais, tu vois, alors, mec, t'es vraiment. J'aimerais bien avoir cette femme, quoi, moi. Bref, non. Ouais, le mec est trop à fond, quoi. Qu'est-ce que tu fais là? Tiens, là. Patate, rendez-vous Gare du Nord, Octogone. Et non mais voilà, les deux personnages féminins, oui, les deux personnages principaux féminins sont très intéressants, je trouve. Et alors, c'est aussi quelque chose qui était évoqué dans l'article que m'a envoyé donc la traductrice Dominique Palmé, que d'ailleurs je remercie. Faudra vraiment la créditer dans le gros crédit à elle. C'est qu'en fait, le fait que, donc tu le dis déjà, c'est deux femmes fortes parce qu'elles se démènent pour mener leur vie, malgré les atrocités du personnage principal. Mais il y a aussi autre chose, donc c'est ce qu'explique l'article, c'est que ces personnages de femmes qui endurent leur situation sans rien dire, en Occident, on pourrait avoir tendance à voir ça au final comme de l'effacement. Ouais. Mais au Japon, c'est extrêmement bien vu. C'est plutôt une qualité, c'est-à-dire, tu sais, il y a vraiment ce culte du fait d'endurer les choses en silence, en fait. Ouais. Et donc, c'est plutôt au final quelque chose de positif, contrairement à l'impression qu'on pourrait en avoir. Et bon, en plus, face à quelqu'un qui est aussi outrancier, effectivement, je dirais, toutes les deux... en fait, c'est ça. Et c'est aussi intéressant parce que bah, voilà, c'est un bouquin qui est
écrit par une femme, Mm. et qui pourtant met en scène un homme en proie comment on dit, Ses émotions. questionnements amoureux, Ah, à ses émotions, ouais. Et donc le portrait qui est fait des femmes en fait dedans, c'est voilà, elles subissent les hésitations et la, enfin je vais pas dire la tyrannie parce que le mec il est pas tyrannique, mais en fait il leur impose malgré lui cette non-décision, et elle malgré tout elle bronche pas et elle continue d'endurer la chose en fait, quoi. Et donc en fait, dans cette conception-là, ça magnifierait d'autant plus leur courage et leur abnégation finalement. C'est Donc, ça, c'est mettra pour en ça que avant leur j'employais qualité. l'expression d'image de sainte un peu, Mm. parce qu'elles encaissent, mais elles lui en veulent jamais vraiment, quoi. Au contraire. Au contraire, ouais. Au contraire, ce qui est parfois même troublant, Et- mais effectivement, Ouais. ça rejoint cette logique-là, ouais. Et donc, jusqu'effectivement à la dernière tirade, puisque t'en parlais, on peut peut-être passer à la partie spoil Ouais. et en dire un peu On plus peut dire un peu sur... plus, ouais. Alors là, bon, on le dit en hurlant, spoiler alerte, si vous n'avez Attention, spoiler. jamais lu le livre, passez Ce votre... qui est fort probable. Ou bien si vous en Et non, foutez, ou si vous- Oui, voilà, et surtout si vous envisagez de le lire après la Oui, description surtout. qu'on en a fait jusque-là. Donc, c'est le moment de skipper quelques minutes ou d'arrêter le podcast ici, les amis. Ouais, je vais mettre des chapter timecode, vous inquiétez Ah pas. oui, ok, tu Grâce mettras les à- timecodes. Grâce Nickel. à Ocha, magnifique hébergeur de podcast. Voilà, on remercie Ocha aussi. Ouais, enfin on le paye l'abonnement, hein, du coup merci, mais Ouais, tranquille, tranquille. Ah, mais je voulais faire genre, c'est un sponsor, tu vois. Ah oui, grand sponsor, ouais, Ocha tout. Bon, voilà, on peut rentrer dans le spoiler, spoiler part. Yes. Du coup, oui. Premier truc qu'on peut dire et qu'on n'a pas dit depuis le début du podcast, c'est que il y a déjà, je dirais 2 autres protagonistes qui rentrent en Ouais, scène, dont 2 autres un est protagonistes. plus important que l'autre, mais les deux ont leur utilité quand même. Le Hmm. premier principal, c'est celui de Satoru. Satoru, qui est donc, on l'apprend très vite dans le livre. Enfin non, on l'apprend très vite. Enfin, si, on l'apprend très Ouais, vite. on l'apprend- si, assez vite, oui, ouais. oui, on l'apprend très vite, oui, oui. Oui, si, quand même, si. Enfin, on le déduit très vite. Ouais. Et c'est dit très vite aussi. On apprend tout simplement que le narrateur, de son union avec Ohan, a eu un fils Ouais. qu'il n'a jamais connu. Et Jusqu'à ce qu'il la retrouve, elle, en fait. voilà, et qui s'appelle donc Satoru, Satoru. et qui habite avec sa mère, et qui va dans une école qui est proche de chez lui, si je me trompe pas, ou du... Ouais, enfin proche de la boutique de du la narrateur. boutique- ouais, c'est ça, de l'approche de la boutique du narrateur. Et, Ouais. et du coup, en fait, finalement, tout au long du livre, ils sont amenés souvent à se croiser. Et ça, j'ai bien aimé, en fait, la manière dont était traitée leur relation. Parce que mon sentiment, c'est qu'au début, tu vois, là, et c'est même assez exécrable quand tu le lis, c'est que... Ouais, tout à fait. Là, pour le coup, le sentiment de dégoût, tu l'as bien, quoi. Genre, Ouais, t'as envie de dire, oh là, mec, tu vrilles. Ouais. Comme depuis le début du livre, mais là encore plus. Et quand tu dis qu'en fait, la pensée du narrateur, c'est que il a une sorte d'attachement par rapport à cet enfant, mais pas pour l'enfant en lui-même, mais pour la manière dont il va être vu par Ohan, si en gros s'il a réussi à créer un lien avec ce gosse, quoi. Du Ouais. coup, simplement par intérêt, quoi. Donc voilà, vraiment une ambition un peu servile. Et il le reconnaît lui-même, Ouais, il le il le dit, dit. je parle à Ohan de l'enfant, mais en fait c'est pour me rapprocher d'elle. C'est ça. Parce que je m'en fous, quoi. L'enfant, je m'en carre. Ah, c'est même dit clairement en fait. Hein. C'est ultra cynique, ouais. C'est... Mais voilà, et après justement, t'as une évolution au fur et à mesure du livre où, parce qu'en fait, l'enfant, bien sûr, ne sait pas que, que le narrateur est son père, Ouais. et, mais vu qu'il habite vu qu'il va à l'école près de sa boutique, il va souvent dans sa boutique et ils sont amenés souvent à se croiser et à parler et à échanger. Et finalement, tu sens que il y a un début de relation qui se crée au fur et à mesure et qui se renforce tout au long du livre, quoi. Et c'est ça qui est assez beau. Enfin, bien fait. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est aussi bien amené, c'est que tout est concomitant. C'est-à-dire que lui, peu à peu, il se monte dans la tête son projet de Ouais. réaménager avec Ohan, son ancienne femme. Et il se dit, fini cette vie de dépravé.
à partir de maintenant, je vais être un mari modèle, un homme modèle, et on va avoir cette maison, et on sera une famille heureuse, etc. Ohan, Satoru et moi. Et là, son intérêt pour l'enfant apparaît en fait à ce moment-là, parce que il se dit mais en fait c'est mon fils et je suis son père, et jusque-là il brûle de pas pouvoir avouer à l'enfant qu'il est son père, et il rêve du jour où enfin ils seront installés dans cette maison et il pourra dire à Satoru Je suis. pas faire la réplique de Dark Vador, non, je vais pas la faire. Mince. Mais voilà, vous avez l'idée. Dans l'idée. Et ben d'ailleurs, ouais, et je pense que là, ce déclic, ça se passe à un moment dans le livre où il y a une tirade, non, même pas une tirade, mais une phrase qu'il dit. C'est attends encore un peu, en substance, c'est ça, attends encore un peu, je viendrai te chercher. Et là, tu sens qu'il y a, on va dire, un basculement dans son esprit. À la sortie de l'école. À la sortie de l'école, ouais. Où tu sens qu'il y a une sorte de basculement dans sa tête, où il change un peu d'éthos, et il passe, voilà, de la vision de Satoru en mode t'es un outil pour que je reconquière Ohan, à je te considère comme mon fils, quoi. Voilà. Et ça, c'est beau. Ouais, c'est ça, ouais, parce que Satoru se plaint que tous les autres enfants, ils ont leur père qui vient les chercher, et lui, la personne, et je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. semble. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. un peu ça. Oui, c'est dans cette idée-là, ouais, je crois. Enfin, Oui, non, je crois. Parce que en fait, le narrateur fait une description bien en amont, enfin, un peu avant, en mode, comme lui, je n'ai pas connu les plaisirs d'un père qui venait me chercher, blablabla, blablabla. Et après, ça enchaîne sur ça, du coup, c'est lié à cette thématique-là. Ouais, voilà. Et effectivement, le narrateur lui fait la promesse qu'il viendrait le chercher. Promesse qu'il ne remplit pas. Ouais. Et Voilà. t'as dit qu'il y avait un autre personnage. Ouais, voilà, parce que là, c'est difficile. Ouais, bon. Stop Satoru, on passe à donc Osen. Osen qui est aussi un Osen. personnage moins présente, mais tout aussi intéressant. Intéressante, ouais. Comment tu décrirais le petit synopsis d'Osen Osen, tout simplement, c'est donc une personne qui est affiliée à Okayo, donc la tenancière du bordel. On peut dire pas autrement. Et en fait, alors, on comprend, enfin, je sais plus, c'est la fille d'une sœur Ouais, c'est d'Okayo, ça. ou un truc comme ça, c'est sa nièce ou un truc dans le genre, Exactement, ouais. qui arrive à l'âge auquel on doit commencer à travailler, c'est-à-dire 13 ans. Ouais. C'est la Macronie dans 10 ans, c'est les gars. Préparez-vous, ce livre est avant-gardiste, en fait. Hein. Ouais. Et pas que pour le féminisme. On dit ça, on dit rien. Hein. C'est un roman d'anticipation. Attention, on est contrôlé. Quoi, bref. Et en fait, du coup, Okayo prend Osen sous son aile, donc dans son bordel. Donc, en fait, elle... Alors, je vais pas... Enfin, même dire bordel, dire prostituée et tout, c'est un peu caricatural, parce que on dit souvent que les geishas sont pas des prostituées, faut pas confondre les deux. Oui, c'est vrai. Mais on nous dit quand même, parce qu'elles sont censées quand même s'entraîner aux arts, etc. Ouais. À jouer du shamisen, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, mais on nous dit quand même dans le bouquin que il y a les filles de Oyako qui partent passer la nuit chacune avec un client, donc effectivement c'est quand même suggéré que Après, peut-être qu'ils adorent le faut pas shamisen. que jouer du Je sais pas, moi, je sais pas, j'ai un petit concert de shamisen toute la nuit, j'adore. ouais, c'est ça, j'avais pas songé à cette éventualité, pervers que je suis. Bah oui, voilà, attends, voilà, on te conte des poèmes pendant 1000 et 1000 heures, on te fait un petit coup de shamisen, puis voilà, tu t'endors, tu passes une très bonne C'est nuit, vrai. tu te retrouves C'est vrai, c'est ressourcé. vrai. Je vois pas où est le Mais problème. donc bref, Bref. pour résumer le côté sordide un peu de la chose, c'est qu'elle prostitue sa nièce de 13 ans, et surtout en fait, elle place énormément d'espoir dans cette petite, parce que il se trouve que Osen est manifestement très belle et sait s'y faire, et donc rapporte beaucoup d'argent en fait. Ouais. Rapporte beaucoup d'argent au commerce. Et Osen, elle, en fait, de son côté, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fille qu'on nous présente comme assez innocente, mais projetée très vite dans un monde d'adulte, et le monde de la prostitution. Et donc, en fait, elle, tout en gardant cette part d'innocence, en fait, elle acquiert une sorte de vision sur la vie, sur les choses. Et en fait, elle comprend plus ou moins très vite que le projet de son beau-père, c'est de se barrer. Et que ça risque de faire beaucoup de mal à Okayo.
Et elle essaie d'en dissuader le narrateur. Bah, et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, finalement, parmi tous les personnages qu'on vient de citer, c'est peut-être le personnage le plus lucide Ouais. du tout le récit. Et aussi, malgré son jeune âge, l'une des plus. Même par rapport à son jeune âge, l'une des plus matures, en fait, finalement. Parce que, comme tu l'as dit. Ouais. Parce que, en fait, voilà, déjà, tu l'as déjà cité, mais elle capte très vite qu'il se passe un truc entre Ohan, enfin, et le narrateur. Donc, elle capte très bien le projet de la personne qu'elle considère comme son père, parce qu'elle l'appelle très vite papa aussi, parce qu'elle a une relation, elle a une relation très fusionnelle finalement avec le narrateur aussi. Et après aussi, moi je me souviens d'un passage où, et d'ailleurs le narrateur en a après une description, j'allais dire, très grave et très réaliste, où en gros t'as Osen qui dit, voilà, en gros, en substance, je sais que je suis très belle, etc. Je manipulerai les hommes et je leur soutirerai plein d'argent. Donc tu sens quand même que pour une fille de 13 ans, bon, moi si j'ai ma fille de 13 ans plus tard qui me parle comme ça, je suis en mode, oh là là, toi là, oh, ça va pas le faire du tout, hein. Ah mais, bon, remis dans le contexte de l'époque, dans son contexte aussi, on se rend compte que la fille finalement, elle a très vite, comme tu l'as dit, capté où elle était et quelle était la teneur de ses atouts, quoi. Et après, tu vois, genre, et là c'est l'un des moments où en fait tu es, on va dire, où c'est justement une des pensées du narrateur où tu y adhères totalement, où il en fait une description de ce qu'il vient d'entendre. Et bon, je n'ai pas la prose de Unochio, du coup ce serait un peu bizarre comment je vais le dire, je pourrais pas la retrouver là comme ça, mais il dit en gros en substance qu'il trouvait ça en gros terrible de voir l'innocence volée de cet enfant dans ce monde funeste d'adultes, quoi. Et ça, j'ai trouvé ce passage magnifique, en fait, parce que ça montre, en fait, en une page, en fait, t'as toute une profondeur d'un personnage qui est posé, quoi. Sans qu'on ait besoin de dire, ah oui, donc c'est une enfant malheureuse qui n'a plus de parents et qui a connu la guerre. Enfin, voilà, genre une description comme ça. Là, il y a zéro émotion dans ce genre de description, généralement. Enfin, il y a moins d'émotion dans ce genre de description. Là, par une phrase qui démontre, j'allais dire, la gravité et la lucidité de ce personnage, plus une description sombre du contexte de l'époque et qui met en parallèle avec la lucidité de Osen, voilà, là pour moi t'as un attachement qui se fait très très vite en fait, et ça c'est pour moi cette description et cette page et ce dialogue est une masterclass en lui-même, parce que c'est quand même je veux pas dire rare, en fait je suis pas assez calé en littérature pour dire que ce soit rare, loin de là, mais c'est quand même assez impressionnant de voir qu'en une page, tu as plus d'attachement à ce personnage qu'à une longue scène d'exposition qui peut raconter tout le background que tu veux, tu n'y arriveras pas à identifier. Là, directement, t'es plongé dedans, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai c'est le personnage le moins présent des quatre, mais moi aussi, j'ai ressenti un attachement assez rapide parce elle est fulgurante et elle accule le narrateur, en fait. Aussi, ouais. Elle le met face à ses contradictions. Ouais. Et tu sais, toi-même, en le lisant, tu fais, waouh, elle est pas mal, cette petite. Elle est intelligente, dis donc. Non, mais c'est ça. Non, mais... C'est ça. Ouais. Et puis voilà, après, bon, de manière plus triviale, c'est aussi un personnage attachant parce qu'elle l'appelle le narrateur papa. On sent qu'il y a un réel attachement par rapport aux deux personnages donc même au caillot, en fait, finalement. On sent qu'elle est attachée aux deux personnages, qu'elle considère comme une seconde famille. Et bon, non, je vais faire une vieille blague. Je me censure. Et ouais, je vais vraiment pas la dire. Je me censure. Et du coup, voilà. Donc, du coup, c'est hyper attachant, c'est mignon. Et ça fait aussi un petit vent de fraîcheur de temps en temps dans le livre, ce qui est vraiment bien. Ce qui est vraiment bien. Voilà. Et alors ? Bon, maintenant, on a parlé du vent de fraîcheur. Maintenant, la bourrasque. Maintenant, la bourrasque. Bon, là, gros spoiler dans le spoiler. Quand on parle de roues du destin qui se mettent en marche, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Nanny the fuck. Nanny the fuck. J'adore. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, voilà. Comme on l'a dit dans la partie no spoil, c'est une tragédie. Enfin, ce livre est une tragédie. Comme tu l'as introduit, les éléments du destin se mettent en place pour un destin qui n'est autre que grave et funeste et terrible et voulu par les dieux et le grand Bouddha. C'est que, arrivé au moment de l'histoire, Ohan et son mari sont réunis dans une bicoque qu'ils ont achetée, qu'ils louent,
voilà, qu'ils ont trouvé pour fonder, enfin pas fonder, mais vivre avec leur famille, donc dont Satoru. Donc avec Satoru. Donc ouais. avec Satoru, donc pour vivre dans le meilleur des mondes possibles et recréer finalement leur lien de famille, malgré les névroses toujours du narrateur qui hésite toujours. Hein. Voilà, enfin, on va quand même. Ouais. Hein, faut Alors faut même préciser. qu'ils sont installés et que lui, ça fait des mois qu'il rêve de ça. Ouais, voilà, lui, Il continue de se dire est-ce que je vais pas regretter cette décision, ça. est-ce que je devrais pas retourner chez Okayo qui doit m'attendre là avec la nourriture et tout. Et c'est ça, il pense déjà en fait à certains éléments du passé qui, des détails avant qui, en gros, maintenant qui lui semblent importants quoi, les torches qui Ouais. s'allument, etc. Enfin, comme quand tu pars de France à l'étranger pendant quelques mois et tu dis ah le fromage et le vin me manquent quoi, genre c'est bon, voilà, si on doit Ouais faire mais ça. c'est au bout de quelques mois Oui, tu vois, lui oui, c'est c'est- dans l'instant. Mais voilà, donc c'est encore plus bizarre. Mais bref, et voilà, et là il se met à pleuvoir, et il faut savoir qu'en fait, les deux sont partis emménager la maison, etc. Mais pendant ce même temps, il y a Satoru, donc, qui lui est allé voir son oncle. Son oncle de la famille donc de Ohan, qui habite apparemment dans une sorte de montagne ou un peu loin, je sais pas quoi. Enfin, Et alors Mm. il faut préciser aussi que le jour de leur emménagement, il l'a fait décider par Satoru. oui, c'est vrai. C'est-à-dire que quand ils sont tous les deux dans la boutique, il dit à Satoru, bon bah c'est toi qui vas choisir quel jour on va emménager avec ta maman, etc. Et il lui dit de choisir un jour faste, donc c'est un jour qui est censé être béni par les dieux, quoi. De Et, bonheur, enfin de chance, ouais. et donc ils se mettent d'accord sur un jour de début septembre, quoi. Et c'est Satoru qui choisit... Le Qui 12 choisit le septembre, jour. je crois d'ailleurs, si Ah. je ne me trompe pas. Vas-y, je fact-check Tu en fact-check 2-2. Vas-y, fact-check si c'est le 12 septembre. Le 13, putain mec. Mince, bon. À la date du 13 septembre, soit le lendemain du 220e jour de l'année lunaire, était inscrit en gros jour faste, et je me suis arrangé pour que ce soit Satoru qui le découvre. Aussitôt, il a bondi sur ses pieds pour rentrer chez lui. « Tonton, je reviendrai. C'est bien le 13 septembre, dit. » s'est-il écrié d'un ton joyeux avant de disparaître dans la ruelle à l'arrière du temple. J'ai suivi des yeux sa silhouette chétive qui s'amenuisait tandis qu'il agitait son kimono à bout de bras. Comment aurais-je pu deviner que c'était la dernière fois que je le voyais en ce monde ? Voilà. Et bon, ça annonce plus ou moins la couleur. Hein. Voilà, donc, ouais. Et bah, donc voilà, le fameux jour faste. Donc, c'est en ce jour qu'ils ont aménagé. Et Satoru est donc parti voir son oncle qui habite un peu loin, je crois, dans les montagnes. Ou, je sais pas, ouais. Ça, j'ai pas très bien Ouais, compris où c'est il ça, habitait. dans les montagnes. Dans les montagnes, ouais, c'est ça. Enfin, un truc Ouais, comme on ça. me fait comprendre que c'est dans les montagnes. Ouais. Et du coup, il y a une grosse pluie battante, voire un orage, et les deux personnages que sont Ohan et le narrateur attendent patiemment le retour de Satoru, sauf que, au bout d'un moment, le narrateur dit que... on va le décrire de manière soft, sans être PJ-18. Bon, on va le dire franchement, le narrateur dit un peu Mais- à Ohan... Non, attends, mec, Ouais. trouve l'extrait et Ah. lis-le nous, parce que Ah oui, j'avoue qu'il est pourquoi, magnifique. Il est pourquoi parler à la place de Unochio alors qu'elle a écrit Elle un a si bouquin bien sans écrit, déconner. ouais, j'avoue. J'avoue qu'en plus, le passage vaut le détour. Ah non. Je vais le trouver. Ah voilà. Prise 3, Timothée. Voilà. Avec un rire, Ohan s'est mise à rassembler les pièces éparpillées sur le tatami. Et, à la vue de son bras potelé et nu, soudain, un élan m'a poussé vers elle. Mais n'était-ce pas là, en fait, un moyen de me dépêtrer de ce mauvais pas ? Non, je t'en prie ! Poussant un cri, Ohan a fait mine de se dérober, tandis que je la saisissais par son hobby pour l'entraîner vers la pièce du fond. Satoru ! Satoru ne va pas tarder ! Je l'ai entendu prononcer le nom de l'enfant, mais dans l'état où j'étais, j'ai cru à un faux fuyant de sa part. Mais non, voyons, il ne rentrera plus. Mais non, voyons, il ne rentrera plus à cette heure. Comme je la raisonnais en la taquinant un peu, je me suis demandé avec effarement quel démon habitait mon cœur. Oui, roulant sur le sol dans l'obscurité, nous avons partagé le mirage d'un instant, mais à présent, je me sens à milieu de tout cela. Mêlé au vent qui vibrait dans les feuilles, on entendait de façon presque palpable des voix salmodier des sutras dans le temple du grand Bouddha. Et, en jetant un œil à travers une fente des contrevents, j'ai même aperçu là-bas, devant l'entrée du temple, la lueur tremblotante des lanternes agitées par les rafales.
Très pudique. Très très pudique. Je pense que c'est beaucoup plus pudique que la manière dont t'allais le dire. Oui, de ouf. Ouais, donc c'est pour ça que je pense que tous nos auditeurs l'auront compris. Voilà. Et donc voilà, le narrateur pris par ses pulsions charnelles oublie totalement Satoru et voilà quoi. Enfin, oublie Satoru, oui, enfin si, dans ce moment. Et alors qu'il pleut à grande trombe, et voilà quoi. Et bon, on peut le dire, on va maintenant aborder le fin mot de l'histoire. Jules, qu'est-ce qui se passe donc pour le fameux Satoru qui apparemment ne rentrerait pas aussi tard? Bah, en fait, ce qui est encore plus fatal, c'est que après avoir assouvi, comme tu le dis, ses pulsions charnelles, tout de suite, il est pris d'un doute. Donc vraiment jusqu'au bout. Et la maison, tout d'un coup, lui semble fausse. Et toute cette vie là qu'il essaye de recréer, elle lui semble fausse. Et il se barre dans la rue et en fait, il est prêt à retourner chez Okayo, quoi. Et même il y retourne, et elle je lui crois. dit, mais... Et même il y retourne, je crois bien. Je crois qu'il retourne... Oui, il retourne devant. Il retourne devant, ouais. C'est vrai. Et Ohan lui dit, mais qu'est-ce que tu pars faire et tout. Il dit, non, mais je reviens, je vais prendre l'air, en gros. Acheter des Et clopes. en fait, il court, ouais, c'est vraiment ça. Et il retourne devant chez Okayo et en fait, tu le sens prêt à tout lâcher. Il a fait abandonner tout à cette femme pour se remettre avec lui et tu sens que là, il est prêt à... Voilà, après l'avoir ken, et bah... Voilà, c'est bon. À revenir à son Allez, ancienne vie, quoi, genre sans souci. ouais. Ouais. Et c'est vraiment ce moment-là où tu te dis, mais il est abject, ce mec. Et au final, il tombe sur Osen. Si mes souvenirs sont bons, en arrivant chez Okayo. Et Osen, en gros, qui lui... alors, je sais plus, elle lui donne un truc, il me semble. Ah, mais ça, je crois que le truc que tu parles d'un kimono, un truc comme ça qu'elle lui donne. Ouais. Mais je crois que ça, c'est avant son Non, départ. c'est quand justement. il s'enfuit. C'est quand il s'enfuit, oui, t'as raison. Voilà, t'as raison. ouais. Mais alors... Non, quand il se barre, du coup, après, Mais je crois, non, de sa maison avec Ohan, il retourne pas devant chez Okayo. si, mais moi, je crois que dans mes souvenirs, justement, enfin, dans mes souvenirs, il y a pas si longtemps, il retourne même et il dort chez Okayo. Parce qu'il y a une dernière phrase. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière t'as phrase qui raison. dit voilà, vous allez encore me blâmer par rapport à mon attitude, nanana, mais Ouais. je me retrouve dans les mêmes bras que ceux que j'ai quittés ce matin, un truc comme ça. je me Ouais, dis, et c'est ça, et en fait, ouais, c'est encore pire que ce que je... Ouais. tu vois, ma mémoire avait effacé ça. Et donc, il passe effectivement la nuit chez Okayo, et le lendemain, en fait, il se dit, ah bah, je vais acheter des gâteaux, et puis je vais faire bonne figure, quoi. Et en fait, quand il arrive dans la maison où il a laissé Ohan, la maison est vide. Et il se dit, putain, c'est bizarre. Et il sort et il se met en direction de la maison des parents d'Ohan, donc qui l'ont plus ou moins banni, eux, depuis qu'il a quitté sa femme il y a 7 ans, quoi. Et en fait, quand il arrive sur place, il voit un attroupement et il entend des pleurs et il rentre pour s'apercevoir qu'ils sont tous autour du cadavre du petit Satoru qui, emporté par la pluie, la tempête, a fait ce qu'on appelle dans le jargon une mauvaise chute. La maladresse. Là... Ah, bah ouais, voilà. Donc, effectivement, à la toute fin, enfin presque à la toute fin du roman, on apprend que le fils du narrateur, Satoru, est décédé. Et c'est bien fait. Enfin, c'est bien fait parce que. Enfin, pas bien fait pour lui, hein. Non, je veux dire, c'est bien fait dans l'histoire. C'est bien fait parce qu'il l'avait bien mérité, ce chien là. Ah, ce petit con là a demandé les bons mecs tout le temps. Hein. Ah, c'est bien fait dans le sens où. Bah voilà, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est une tragédie. Beaucoup d'éléments nous diriger sur le point que, enfin sur le fait que ça va être une fin voulue et déjà actée par les dieux, une sorte de vengeance, comme tu l'as dit, de karma, voilà, Ouais. plus ou moins écrit. Et justement, là, on sent qu'à travers cette mort de Satoru, on sent que là, le narrateur va commencer à rentrer dans une autre phase qui est celui un peu de la pénitence, de ses péchés passés. Et Mais alors, juste avant, moi, ce que je trouve vraiment formidable aussi dans le récit, c'est que, en fait, quand tu déroules tout le fil conducteur,
c'est sa faute, c'est la faute du narrateur. Oui, de but en blanc. Enfin... De but en blanc. C'est lui qui a tout fait pour que Ohan accepte finalement de se remettre en ménage avec lui. Et par un triste coup du destin, c'est lui qui a fait choisir la date de sa mort à Satoru. Si. Et en fait, on nous présente la chose comme tout est sa faute, même si c'est qu'une suite d'événements fortuits, c'est lui qui en est à l'origine. Donc c'est vraiment, ça te fait ressentir le karma en fait, enfin la conception bouddhiste du karma quoi. Ouais, c'est ça, très clairement, très clairement. Et voilà, en fait, on en arrive à cette révélation, ce twist final dans le récit. Et là, après, ça devient compliqué à décrire parce que je pense que là, en vrai, on arrive à un point parce que moi, il y a un truc qui m'a vraiment marqué et c'est bon, pour dire plus ou moins la fin, c'est en fait, on apprend qu'en fait après en épilogue qu'il retourne vivre chez Okayo, qui apprend très rapidement et qui sait elle-même que elle s'est fait tromper finalement, enfin elle s'est fait tromper par l'ex-femme. Et il y a deux choses qui m'ont marqué. Donc la première chose, c'est la lettre de Hohan. La dernière lettre finale, parce que Ohan, ne pouvant plus supporter cette situation, lui envoie une dernière lettre avant de partir du village et se réfugier on ne sait pas trop où. On ne sait pas où. Elle ne le dit pas, justement. Et elle ne le dit pas au narrateur pour éviter qu'il la retrouve. Et en fait, à travers cette lettre, on ressent tout son amour, présent encore pour le narrateur. Et aussi, en fait, que malgré tout ce qui s'est passé, elle ne lui en veut aucunement. Ouais. Et tout ce qui lui reste, le seul regret qu'elle a, ce qui rejoint en fait l'idée que c'est une sainte, c'est le mal qu'elle a fait finalement à Okayo. C'est le seul regret qu'elle a et le seul truc sur lequel elle se flagelle finalement. Ce n'est pas ses sentiments, ce n'est pas les sentiments du narrateur et son comportement abject. C'est le fait qu'elle ait sensiblement fait du mal à Okayo. Et en plus, elle ne blâme même pas le narrateur sur ça. Hein. Genre, elle dit juste ah, c'est ma faute quoi. Et toi, t'es en mode ah ouais, waouh, Sainte Thérèse, prie pour nous. Hein. Voilà. Ouais. Et il y a ça et aussi, en fait, pour moi, ce qui m'a marqué, vieux, c'est la toute fin, où tu vois que maintenant, le gars est obligé d'être... obligé dans une situation qu'il a voulu, pas voulu, on ne sait pas, mais en tout cas, qu'il est bloqué dans une situation qui est d'être finalement à jamais avec Okayo et Osen. Et la manière dont le décrit le narrateur, et justement, c'est mon passage, cela s'apparente à un doux enfer, quoi. Un doux enfer. That's your part. That's my part. Let's go. Et attends, je me demande par où je vais le commencer, histoire de... Ah bah voilà, on va partir de là-dessus, je pense que c'est pas mal. Ouais. C'est parti. Je ne sais vraiment pas comment j'ai vécu pendant les quelques mois qui ont suivi. J'ai appris par la suite qu'Ohan avait quitté la ville au lendemain de la cérémonie du 49e jour, 7 ou 8 jours avant que ma propriétaire ne m'apporte sa lettre. Bref, à supposer que le remords ait pu me pousser à la poursuivre, elle avait pris toutes ses précautions pour ne me laisser aucun moyen de la retrouver. À ce qu'on m'a dit, on l'aurait vue près de la station de Bichu Tamashima. Donc, si cela se trouve, elle s'est peut-être fait embaucher par là-bas chez quelques commerçants. Donc qu'elle songe à mourir me semble improbable. Seulement, je suis certain qu'elle a préféré disparaître de ma vie afin de me délivrer de ses obsessions le cœur d'un demeuré de mon espèce. Osen, plus souvent que naguère encore, m'appelle « Papa, papa » à longueur de temps. Quant à Okayo, en se serrant contre moi, elle me lance sans vergogne « Les femmes qui peuvent vivre sans hommes, qu'elles aillent au diable ! Moi, me passer d'homme, je ne peux pas, je ne veux pas !» Et la tiédeur de sa peau, tout comme la voix de la petite, sont là pour me rappeler que je paie, désormais, un prix à la mesure des actes d'un mécréant qui n'a jamais craint ni les dieux, ni les bouddhas. Alors... J'adore ce passage. Ouais, il est vraiment intense. Hein. Il est hyper intense. Et en fait, c'est ça, tu te dis que le gars, en fait, dans une situation qui pourrait combler la moindre personne sur cette noble terre, lui, en fait, tellement pris dans ses obsessions, tellement pris dans son indécision, le fait, en fait, qu'il soit bloqué dans cette situation, et par tout l'amour, finalement, qu'il reçoit d'une femme et d'une petite, qui, selon moi, ne le mérite pas, enfin, il ne le mérite plus,
ça lui semble être en fait quelque chose qui le rappelle à ses erreurs ou quelque chose comme ça. Et du coup, maintenant, en fait, l'impression que ce mec, maintenant, il vit en fait sa plus longue pénitence et il va vivre un calvaire pour le restant de ses jours. Tu vois, alors, en fait, la fin est malheureuse pour une situation où en fait, tu te dis que le narrateur s'en sort trop bien par rapport à ce qui lui est arrivé. Quoi. Ouais, oui, c'est ça, ouais. Et voilà. Ouais, par rapport à tout le tort, tout le mal qu'il a causé, Ouais. il s'en sort bien, ouais. Donc voilà, c'était vraiment, pour ceux qui nous suivent encore, c'était vraiment les dernières lignes de Hohan. Hein, Ouais. donc bon. Donc ouais, moi je pense, en tout cas, Ton impression globale sur le bouquin, ouais. mon impression globale, pardon, excuse-moi. Mon impression globale, c'est que merci pour cette recommandation, mon Jules, parce que franchement, merci beaucoup. Ça fait un moment que je n'avais pas lu un livre qui va, on l'a dit au tout début, mais qui va directement vers les choses de manière aussi précise et qui m'a emporté en fait chez un personnage chez qui je me suis, pas forcément beaucoup identifié, mais chez qui j'ai eu beaucoup d'empathie et j'ai eu un plaisir en fait de suivre des personnages aussi attachants et on va dire surtout dans un livre qui en fait finalement qui se lit, je le répète, et ça on l'a pas assez spécifié, mais qui se lit quand même très facilement. Hein, Ouais. pour les gens qui sont pas même très férus de livres, moi je suis pas quelqu'un qui lit beaucoup, enfin ou du moins pas beaucoup de romans. Et ce livre, je l'ai dévoré, comme j'ai dit au début, en 2h30, quoi. Hein. Du coup, ça se fait vraiment rapidement, quoi. Et ça, pour le coup, merci mon Jules pour cette belle recommandation qui n'est pas chronophage, voilà, et qui vaut vraiment, vraiment le détour, et qui est un bon pied pour moi dans la littérature japonaise, et même littérature tout court, hein, cela dit. Hein. Donc, Oui. franchement, foncez. Ouais. Foncez. Bah écoute, enfin, je suis super content que ça t'ait plu, mon gars, au final, parce que c'est vrai que c'est le premier bouquin qu'on fait, et tu vois, un peu comme quand toi tu m'as recommandé Robin des Bois, je suis allé un petit peu à reculons parce que, Ouais. comme je te dis, c'est pas forcément des films que je kiffe. Tu vois, je me suis dit, bon, c'est un bouquin, en plus, tu dans ta période de concours, peut-être que, tu vois, c'est pas opportun ou quoi, donc au final, que tu l'aies dévoré, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je pense qu'effectivement, euh, si vous savez pas quoi lire tout simplement, si vous avez envie de lire quelque chose de frais et que vous avez jamais été confronté à la littérature japonaise, c'est un bon bouquin par lequel commencer parce que sans être même calé Japon, ça se lit assez facilement. À la limite, voilà, s'il fallait évoquer les défauts, mais enfin, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais ce serait peut-être le seul petit truc qui pourrait rebuter effectivement les gens qui ont jamais lu de bouquin japonais, c'est qu'il y a des termes, enfin, voilà, Ouais. les noms des rues, les noms des... tout ça, c'est en japonais. Et cela dit, en plus, pour préciser, il y a un petit lexique à la fin pour certains termes et certains trucs Oui, qui est bien fait. c'est vrai, il y a Ouais. un petit lexique. Tu vois, comme tu l'as dit toi-même aussi, il y a les fêtes qui sont censées rythmer les saisons et le passage du temps, Oui. qui font que, comme tu les connais pas, ça peut parfois être un peu déroutant. Mais, comme le dirait un célèbre dirigeant d'extrême droite, c'est un point de détail. Et il avait raison, Merci. pour ça spécifiquement. S'il parlait d'Oren, il avait raison. Ouais, voilà. Pour le reste, Pour le reste, on sait pas, mais voilà. enfin, pour le reste, on sait pas. Moi, je sais quand même. Ah oui, oui, non, mais oui, ça. Après, vrai débat. Non, je plaisante. Parce que. Non, non. Non, mais bref, tout ça pour dire. Donc, s'il fallait recommander à des gens, voilà, des gens qui aiment la littérature, enfin qui aiment lire, mais qui n'ont pas forcément, qui savent pas forcément quoi lire et qui ont envie de découvrir quelque chose de neuf. Des gens qui s'intéressent à la littérature des mangas, des modern girls, Mhm. ou à la littérature féminine au Japon, forcément, ce bouquin les intéressera aussi. Et dernière catégorie, dans laquelle, moi, dans ma première lecture, c'est ce dans quoi je me suis le plus retrouvé. Et c'est si vous avez envie de rentrer vraiment dans la psyché d'un personnage et de partager ses doutes dans les moindres recoins, en fait, et les ressentir dans tout votre être. Et en fait, moi-même, je suis quelqu'un d'extrêmement indécis dans la vie quotidienne, et c'est vrai que c'est pour ça que je peux pas m'empêcher de ressentir énormément d'empathie pour ce personnage malgré tout ce qu'il a d'énervant. C'est que je me retrouve beaucoup en lui, quoi. Je sais pas toi, mon team, si c'est le cas aussi, mais Pas surtout, parce que. Pas surtout, parce que vers la fin, quand même, on a un peu de. Là, ça va vraiment. Parfois, ça va vraiment trop loin, tu vois. Ouais. Et là, tu te dis. Voilà. Mais par contre, j'allais dire au début du roman, voire même au milieu,
je l'avais même dit au début du podcast, on ne peut que... Moi, je me retrouve aussi un peu chez lui, pas forcément dans la décision, mais dans la manière dont il analyse, enfin, dont il prend de la distance par rapport à ses sentiments, et quand il suranalyse, quoi, finalement. Quand il pense que telle personne va penser ça, etc., qu'est-ce qu'elle va penser de moi et tout, donc du coup je vais réagir en fonction pour la contenter. Enfin, c'est des trucs comme ça, mine de rien, je pense que moi je le fais, enfin sincèrement je le fais, hein, je le fais, j'en ai conscience, et je pense que nous tous, plus ou moins, on le fait, tu vois, genre dans la vie sociale, etc., au jour le jour, et finalement, dans ces côtés-là, en fait, du quotidien, en fait, hein, dans la manière dont il appréhende ses relations et tout, je pense que chacun, on peut se retrouver à un minimum, à des degrés différents, certes, hein, mais je pense que ça parlera à tout le monde, parce que la pensée de dire, ah, je sais pas comment dire ça à cette fille ou à cette personne, parce que j'ai peur de la blesser et tout, bon, vous seriez hypocrite de dire le contraire que vous n'avez jamais fait, enfin, de n'avoir jamais pensé à ça. Je pense qu'on a on a tous ces trucs en mode d'hésiter, de dire les choses franchement et de passer à côté et de contourner le problème. Je pense que c'est foncièrement humain, ça. Et ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, genre, qu'on ne peut que s'identifier à ça, à des degrés variables, hein, parce que si vous êtes après un pervers narcissique, bon, là... Bon, et même si vous êtes ultra toxique avec votre conjoint, je vous conseille de lire ce livre pour le coup pour faire votre catharsis, quoi, mais pour que ça aille mieux après, quoi. Mais bon, même pour les gens qui ne sont pas comme ça dans cet extrême, c'est pour ça que je suis assez d'accord avec toi, mais pas dans l'extrême, mais dans ce que représente le personnage en lui-même, c'est que ouais, il y a des côtés chez lui qui sont, je pense, peut s'appliquer, qui sont universels, et peu importe la culture en fait, c'est ça le truc. Oui, c'est ça en fait, on peut pas faire plus universel que ce genre de pensée, et qui nous névrose tous un plus ou moins, et je pense que c'est quand même assez intéressant la manière dont l'auteur en parle, de manière aussi juste. Voilà. Donc, Et en plus, moi, je soutiens aussi, enfin, c'est vraiment intéressant que ce soit une femme qui écrive sur la psyché d'un homme comme ça. Ouais, qu'il l'ait bien compris, qu'elle l'ait bien compris. Et pour accrocher aussi avec ce qu'on disait en début de podcast, ça reste quand même un récit où donc, le héros est un homme et les deux femmes aussi du récit restent profondément attachées à cet homme. Et donc c'est pour ça qu'au début, je parlais de pré-féminisme en parlant de cette écrivaine-là, en l'occurrence. Mais aussi, ça, c'est ce que j'ai cru lire dans l'article des autres de ses contemporaines, c'est que, en fait, à cette époque-là, même si c'est des femmes qui prennent le plumier, c'est toujours des récits où ces femmes où les femmes du récit restent extrêmement attachées aux hommes et ne peuvent pas se détacher des hommes de leur vie, en fait, si tu veux. Ok, d'accord. Là où, après-guerre, on a beaucoup plus de textes qui sont centrés vraiment sur les femmes, en fait, et où il n'y a pas forcément une relation de dépendance de la femme par rapport à l'homme. Donc là, effectivement, je pense que c'est peut-être plus justifié de parler de quelque chose de féministe et qui en est conscient, en fait, tu vois. Donc voilà, enfin voilà, si aussi ça vous intéresse, toutes ces questions de féminisme au Japon, c'est vraiment intéressant à replacer dans sa chronologie cette œuvre, et son autrice, c'est des personnages fascinants, en fait, moi je trouve. Parce qu'ils sont vraiment, ils évoluent dans une société qui est très patriarcale et qui vont à contre-courant, qui pensent à contre-courant, alors qu'il y a une énorme pression sociale au Japon. Et c'est toujours intéressant, moi je trouve, c'est les dissidents. Non mais ouais, c'est hyper intéressant. Et aussi, ouais, dernier point, en fait, ce que je trouvais intéressant dans le livre, c'est que par rapport à un livre, pour le coup, les livres occidentaux, enfin beaucoup de livres occidentaux, c'est que il n'y a pas cette notion, tu sais, de morale un peu à la judéo-chrétienne, tu vois, genre de bien, mal, etc. Tu vois, très... ouais, oui, c'est vrai. Un peu cette dichotomie, enfin de la morale en général avec un grand M qu'on ancre dans quelque chose du bien, enfin pas forcément du bien commun, mais tu vois, genre des valeurs sociales, morales, globales, à une société et tout. Ça, dans ce livre, on n'en parle pas du tout. Enfin, on n'en parle pas du tout. C'est pas abordé de cette manière-là, parce que là, encore, la manière dont c'est fait, c'est-à-dire à travers les yeux du narrateur, fait qu'on est immergé en lui, donc compliqué. Mais aussi, on sent que dans l'écriture, il n'y a pas vraiment de jugement de... Enfin, malgré le fait, tous les sentiments, du ressentiment qu'on peut avoir, ou l'empathie qu'on peut avoir par rapport au personnage, il n'y a pas de jugement de valeur ou de critique ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas quelque chose qui est posé, tu vois, qui... Tu vois, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une morale un peu à la Disney, j'allais dire, un peu à la fin. Et alors, surtout, ça veut dire que comportez-vous bien avec les femmes. Enfin, genre, non, non. Enfin, il n'y a pas une voix extérieure qui va te dire ce qu'il faut comprendre du récit, exactement, en fait. Ouais. Parce que c'est le narrateur qui te parle, de toute façon, donc... Et ça rend le tout,
pas manichéen, quoi. Pas en fait. manichéen et hyper intéressant. Hyper intéressant parce que c'est vrai que ça. Et ça, pour le coup, ça, j'ai l'impression quand même dans les rares livres que j'ai pu lire dans la littérature asiatique en général et les livres occidentaux, c'est que ça, côté Asie, le côté, en même temps c'est plutôt logique, le côté moral judéo-chrétienne, etc., très très, j'allais dire macro, un peu, enfin pris dans le point de vue macro, il est beaucoup moins présent. Et du coup, ça offre quand même une certaine vision neuve, enfin, par rapport à la manière dont on peut écrire et la manière dont on peut aborder des sentiments très humains, quoi. Voilà. Donc ça, je conseille aussi les gens qui sont curieux par rapport à ça, et qui ont le temps de réfléchir aux choses mystérieuses de la vie. Comme moi quand je fume une clope sur les troquets de Paris, quoi. Les troquets parisiens, les fameux. Les fameux, les uniques. Bon bah, je pense qu'on a fait. On a bien déroulé, mon gars, quand même. Ouais, de ouf. Hein. Attends, Ouais, on approche d'une taille de Shadow of Colossus, là, quand même. Attends, hein, en vrai, je pensais pas qu'on allait parler Moi non plus, aussi longtemps. autant. Ouais. Bon, bah du coup, ça veut dire qu'on arrive à la dernière étape de notre petit podcast, qui est notre belle conclusion, et surtout oui, le mon cher teasing ami. du prochain épisode. Et oui, mon gars. Et bah, écoute, alors, le prochain épisode, c'est une semi-honte pour moi que je n'ai toujours pas été confronté à cette œuvre, parce que pour le coup, c'est quand même quelque chose d'assez connu. Il est vrai. Et donc, je vais te laisser le teaser, tout simplement. Et attends, je fais juste un fake check pour teaser cette prochaine reco. Et moi, je vais juste dire un mot pour rester dans le flou, le plus total pour nos auditeurs qui nous écoutent encore. Je vais dire Jean-Pierre Foucault. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. C'est bien. Voilà, C'est Jean-Pierre joli. Foucault. Franchement, mais t'avais besoin de fact-check quoi pour se dire Jean-Pierre Foucault, Eh mec? bien, pour fact-checker que Jean-Pierre Foucault fait bien ce qu'il fait. Dans un certain. Je peux pas en dire davantage. Dans une. Ok, Voilà, ok. non, T'avais un doute par rapport à l'activité de Jean-Pierre Foucault? Non, mais si on fera ça off, tu couperas, mais on fera ça off. J'expliquerai pourquoi j'ai eu besoin Ok. de fact check parce que sinon je spoil grandement, je pense, D'accord. le truc. Enfin, remarque, Ok. non, mais ça peut emmener les gens sur la route. Bon, bah, écoutez, si vous avez trouvé, vous êtes très fort, alors. Mais d'ailleurs, avant aussi de conclure, parce que là aussi, Ouais. voilà, je tiens à dire que là, on avait quand même lancé un petit jeu par rapport à celui qui devinait ou pas, et, grâce à l'image notamment. Et ah non, juste avant l'image. Attends, c'était juste avant l'image ou avec l'image qu'on avait dit qui gagnait? Non, c'était avant l'image. ouais. Avant l'image, ah mince, parce que grâce à l'image, encore Clara J a gagné en voyant Robin Hood. Elle a gagné. En voyant l'image, je précise. Ah, en voyant l'image. Bah, du Ah, coup, voilà. oui, ok. Et attends, on avait promis quoi? Oh, c'était un truc par rapport au ciné, des places de ciné, etc. Un truc comme ça. Enfin, des trucs par rapport à pop culture, quoi. Ouais. Ok, faudra que je réécoute l'épisode alors pour voir ce qu'on avait promis, mais on peut peut-être lui accorder une Oui, semi-récompense. Un Alors, demi-truc, quoi. on va réfléchir à la question. Parce que c'est déjà pas mal qu'elle ait deviné avec l'image. Et ils ne le firent jamais. Ça, c'est vrai que j'ai genre le truc qu'on oublie. Hein. non, mais c'est bien noté. On va. Bon, c'est vrai qu'en même temps, avec l'image. Ouais. Quoique, ouais, je sais pas, pour trouver le film, c'est bien joué Pas quand même. forcément évident. Hein. Il y en a, effectivement, c'est plus facile, mais celle-là, fallait s'en souvenir, quoi. Fallait s'en souvenir. Bon, bah, Clara J, attends-toi à ce que ton téléphone bip Pas. dans les jours qui viennent. Ce sera le comptoir qui viendra à toi. Mhm. Bon, eh bien, les amis, je pense qu'on peut se quitter sur cette belle note de fin. Eh ben, mon cher Tim, ça m'a encore une fois fait un grand plaisir de discuter d'Ohan avec toi. Pareillement. C'est une œuvre que j'avais à cœur de partager et j'espère vraiment que parmi nos auditeurs, il y aura au moins une ou deux personnes qui auront la curiosité d'ouvrir ce bouquin parce qu'il est vraiment génial. Et oui, et ça voudra dire aussi que notre mission aura été accomplie si vous faites cela. Exactement. Et tu peux me rappeler le but de notre mission? C'est de vous faire plein de bisous. Mais non, c'est de recommander. Ah, bah oui, aussi, bien évidemment. Mais faire des bisous, c'est bien aussi. Hein. Ouais, c'est une noble quête aussi, mais Mais oui. je te rappelle que notre mission, c'est de recommander, Et parce qu'on s'appelle... le comptoir de Rush. On s'est chié de ouf. Alors, ça aurait été hyper stylé. Mais juste qu'il y a eu un manque de réactivité après 2 heures d'enregistrement, je pense. Tu voulais dire quoi, toi? Ah non, mais rien, je voulais dire, parce que c'est
le comptoir des recos. Enfin, tu vois, Ah oui, voilà. Ouais. Bon, eh bien, en tout cas, chers amis, on va quand même maintenir le projet bisous. le projet bisous, voilà, très important. On vous fait plein de bisous. On galère à trouver de conclure Une cet fin, ouais, épisode. c'est chaud. Mais en tout cas, on a passé un super moment et on espère que vous aussi. Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Cette fois-ci, on va essayer de tenir nos engagements pour une nouvelle reco dans le comptoir des recos.